la dernière fois qu'on s'était retrouvé pour ce bingo, tu étais en train de finaliser, si je me trompe pas, ton mémoire sur les frères Safdie. Et là, du coup, bah, il va avoir une fin d'année très explosive autour des frères Safdie avec 2 biopics. Je crois que t'en as vu un des deux d'ailleurs. Ouais, bah du coup, ouais, j'ai fini le mémoire, c'est bon, c'est bouclé, je suis enfin sorti de Bravo. mes études, 19 bravo, voilà. Ouais, j'ai vu The Smashing Machine. Du coup, pour aller très vite, du coup, les Safdie se séparent, font chacun un projet de leur côté après Uncut James. Benny Safdie sort The Smashing Machine fin octobre et Josh Safdie sort Marty Suprême avec Timothée Chalamet en février. Hmm. Les deux films sont annoncés comme les deux projets les plus chers d'A24 à ce jour, avec 70 millions de budget chacun. Et là, The Smashing Machine commence très très mal au Ouais, box-office, 5 aux à 6 États-Unis millions, je notamment. crois, au box-office comme Voilà, début. donc Ce qui est enfin, vraiment. c'est quand même vraiment étonnant que les deux sortent le film à 4 mois d'intervalle. Enfin, je sais pas, Oui, perso, oui. j'aurais pas fait ça. Ce qui est assez étonnant, enfin, on verra avec les films, parce que bah, alors moi, pour le coup, j'en ai vu qu'un et la plupart des gens Hmm, ne les ont pas encore vus. bien sûr. Euh, les deux font quelque chose de visiblement très différent de leur cinéma, mais les deux se retrouvent à faire un film sur un sportif avec un acteur très connu qui va sans doute casser l'image ou la persona de l'acteur à ce jour. Oui, Donc c'est encore une fois très étonnant, voilà. Et Smashing Machine, bah, on en reparlera quand il sortira, mais bien sûr. on peut dire que Dwayne Johnson est enfin regardé au cinéma. Et la musique de Nala Cinefro, c'est Nickel. donc si vous connaissez pas, il faut aller écouter cette musicienne. Je crois elle est genre belge. Et elle a fait ses gammes à Londres, un truc comme Hmm. ça. Et elle a sorti deux albums qui ont vraiment participé au renouveau de la scène jazz londonienne. Et par extension, a réinscrit le jazz sur la carte musicale du contemporain. Et vraiment, enfin, je sais pas, tu as vu le PTA, du coup, oui, t'en as Oui, parlé oui, bien déjà, hein. sûr, j'ai vu ici le PTA, que j'avais trouvé super chouette. Et du coup, tu verras, enfin, moi je trouve qu'entre le PTA, ce film-là, et L'Agent Secret aussi qui sort en décembre, Hmm. on a une espèce de fin d'année musicale, c'est une Ouais. perfection. Ah bah, Enfin, la BO de Johnny quand on voit Greenwood, ce ouais, film, pour moi je une trouve bataille que. après l'autre, elle est légendaire. Alors Ouais, puis en pourtant, fait, il y a l'impression qu'on a qu'une seule note de piano tout du long, mais, mais c'est la note de et piano. là où c'est cool, c'est qu'à la fin, quand on rentre vraiment dans le dernier chapitre avec les routes et tout ça, enfin, c'est vraiment la musique qui dicte la mise en Hmm. scène, quoi. C'est fou Et furieux. pourtant, c'est pas des Et, films, parce que généralement, là où ça se donne beaucoup dans le cinéma américain, c'est dans les films musicaux, tu vois, ou sur des musiciens. bah ouais, Et bah là, c'est pas du bah ouais. tout des films, de ce que j'ai compris, musicaux, les trois que tu viens de citer. Enfin, du coup, Ouais, que c'est Une ça, ouais. bataille après l'autre, ça n'en parle Alors pas. après, on peut quand même dire que PTA a une relation de longue date avec Greenwood, ça sort pas de nulle part. Oui. Et les Safdie ont toujours eu le flair pour la musique. Enfin, si on va voir dans leurs précédents films, c'est One Note Point Never qui fait de la musique. Hmm. L'incursion d'Iggy Pop dans Good Time, c'est vraiment un morceau sublime. Même dans leur court-métrage, bah, The Black Balloon, on en avait Oui, parlé oui, on en la avait dernière parlé fois, je aussi, crois. la Ouais, dernière la fois, tout à musique fait. est folle furieuse. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont toujours eu un rapport à la musique passionnant avec une musique à la fois hyper cinématographique et qui correspond à ce qu'ils font, et une musique tout simplement géniale à réécouter ensuite. Enfin, Oui. et je dis ça alors que moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse très peu de base, la musique au cinéma. Enfin, c'est pas du tout Oui, c'est pas ma ce qui gamme, sans t'intéresse faire non de jeu de plus, mots. mais c'est normal parce qu'effectivement, tu te dis, bah, la musique, c'est un truc qui habille un film. Est-ce que c'est le truc le plus intéressant, etc. Je sais que c'est tout un débat ailleurs sur Internet de se dire, est-ce qu'il faut de la musique dans des films, tout ça. Bon. Mais en tout cas, du coup, pour revenir un petit peu à ce bingo, parce que c'est vrai qu'on a que 2 heures, puisqu'après tu vas travailler, et même un peu moins de 2 heures, on s'était quitté justement sur Musique Magnifique. Tu avais parlé de Sexy Dance 3. D'ailleurs, tu as sorti un article sur le Oui, site c'est vrai. de Vice, entre-temps, pour célébrer les 20 ans, 10 Les ans. sur les Rock pour les Hmm. 15 ans du film. Sur les Rock, pardon, je suis désolé. Mais c'est oui, pour les 15 ans Ok. du film, sur ces 23, et du coup, on peut passer à la suite avec cette photographie Eureka, le film des années 2000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il me semble Euh, que Grégoire en avait déjà parlé, si je me trompe pas. Peut-être même dans tu l'as cette vu? catégorie-là Euh, aussi, ou alors c'était quelqu'un d'autre qui en avait déjà parlé, mais ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un bingo, peut-être pas dans cette catégorie-là, mais ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que Eureka du coup? Bah voilà, hein, bah, regardez les images, hein, ça parle de nous-mêmes. Non, en vrai, c'est quelque chose qui moi m'interroge beaucoup, mais étant né en 2000,
On a attrapé le cinéma d'auteur quand on a commencé à devenir cinéphile, donc à partir des 10, 15, 20 ans, ça dépend de notre rapport au cinéma, mais du coup, on a quand même vécu pendant 10 ans, pendant que des images étaient créées sans qu'on s'y intéresse. Et autant je trouve qu'en tant que cinéphile, on peut avoir assez facilement le réflexe d'aller voir le cinéma de patrimoine, Hmm. Ardos, les années 50, les années 40, les années 70. On visualise à peu près les années 90 pareil, on a les auteurs clés. Tu vois, les années 90, c'est Tarantino, c'est tout un renouveau du Avec cinéma 96 américain. Scorsese, tout ça. Ouais, Voilà, on se et en situe fait, bien. les années 2000, c'est pas forcément les années qu'on connaît le mieux. Et quand on va vraiment plonger dans le cinéma d'auteur et qu'on va même aller chercher des cinéastes qui viennent d'ailleurs que de l'Europe ou des États-Unis, en fait, on connaît rien. Ouais, Et pareil, en fait, tu vois, le cinéma japonais, oui, ok, Kiyoshi Kurosawa, ok, et après. ouais. Et en fait, là, et du coup, en fait, il faut aller dans les revues, il faut regarder ce qui a été repéré à l'époque, il faut découvrir quoi, chiner. Et du coup, je suis tombé sur Eureka. Après, Eureka, c'est quand même pas non plus un truc inconnu, hein. Oui, oui, oui. Des gens en parlent. Enfin, je veux pas te dire que j'ai découvert une pépite ou quoi, hein. Hmm. Mais je crois que le film a été sélectionné à Cannes à son époque, en compète, peut-être. Mais c'est un film qui fait 3h30. Et ouais, voilà, tu vois, Festival de Cannes. Et Oui. bah, déjà, 3h30 d'emblée, indice, c'est pas normal. Hmm. Donc, c'est intéressant. Quoi qu'il arrive, intéressant. Et écoute, c'est une expérience vraiment à part entière, parce que du coup, donc là, en fait, on voit la scène du bus qui, en gros, est une scène d'attentat avec la police au milieu et tout ça. Et en fait, à partir de là, on a une espèce de longue dérive bah, qui dure quand même 3 heures, hein, c'est pas rien. Hmm. Et en fait, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Il y a cette image. Il y a Hmm. c'est même pas du jaune, c'est même pas du C'est gris, même c'est pas du entre les deux. sépia non plus, ouais, Ouais, c'est... voilà, c'est pas du sépia. Il a travaillé comme ça et je sais pas, c'est comme s'il réinventait le noir et blanc, quoi. Enfin, c'est vraiment d'une. Ouais, et Je sais pas, c'est pas embêtant. qu'est-ce qui justifierait justement cette utilisation de ce grain-là spécifique sur l'image qu'on voit actuellement? Franchement, je saurais pas te dire. Je pense que ça te met d'emblée une distance avec ce que tu vois et je pense que ça raccroche quand même avec cette espèce de lente Hmm. dérive comme ça des personnages qui vont chercher du sens à leur vie après ce meurtre en direct. Enfin, tu verras, c'est vraiment un truc très 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 étrange qui reste. Tu sais pas forcément pourquoi et à la fin, tu verras, si vous le voyez. La fin change complètement de registre d'image. On a d'un coup des images prises à l'hélicoptère, je pensais même pas au drone. Et en fait, tu vois les personnages d'une distance qu'on n'avait jamais vu dans le film, ça Hmm. tourne. Enfin, tu vois quoi, ils sont perdus. Je sais pas, donc pareil, tu vois, ces images, je sais pas trop d'où elles viennent. Enfin, tu vois, Ouais. dans ce côté, cette couleur-là, c'est vraiment opaque. J'ai jamais plus creusé le film que ça, mais juste ça m'est resté quoi. Hmm. C'est vraiment une couleur que j'avais jamais vue au cinéma. Et puis là, du coup, c'est quand même tenu pendant 3h30. C'est pas rien. Oui, Voilà, donc il faut aller explorer le cinéma qu'on connaît pas, quoi, parce que voilà, tout à fait. du coup, et en fait, là, du coup, ça fait un moment que je suis un peu bloqué sur les années 2000, et ça regorge évidemment de chefs-d'œuvre. Moi, pareil, pour citer un autre film, je crois qu'il n'est pas dans le bingo, j'ai rattrapé un film qui s'appelle À la gauche du père, c'est un film brésilien, pareil, 2004. Et en fait, c'est fou furieux, pareil, ça dure 3 heures et quelques. C'est Hmm. presque un cinéma qui mélangerait le kéchiche de La Graine et le Mulet avec du Xavier Dolan sur ses motifs. C'est vraiment étrange. Et alors, du coup, c'est au Brésil, donc ça n'a aucun rapport. Tu sais pas quelle est la postérité de ce film-là. Et paf, quoi, tu te dis, enfin, paf, voilà. Mais putain, les années 2000, quoi, enfin, d'un côté, c'est, je pense, le plus grand plaisir qu'on a en tant que cinéphile de pouvoir d'un coup découvrir des films comme ça qui nous paraissent essentiels et qui bousculent l'histoire du cinéma. Et voilà. Ouais, et puis même ça rejoint parce que avec Toré, on en avait un petit peu parlé, mais de ce côté très au début de l'histoire du cinéma, c'était le moment où c'était le plus libre, où en fait on essayait plein de trucs, on tentait plein de choses, et on avait énormément de méthodes, et on n'avait pas de, enfin les cinéastes n'avaient pas de limites. Bah, j'ai l'impression qu'au début des années 2000, avec l'arrivée du numérique, avec l'arrivée de plein d'outils qui permettaient de filmer de manière plus rapide, parfois mieux, parfois pire, etc. Bah justement, il y a eu un petit moment là où ça a tenté beaucoup de choses, notamment là ici au niveau de la photographie, au niveau de plein d'aspects, où j'ai l'impression que ouais, le début des années 2000 c'était très très florissant pour la création quoi, et pour des propositions Ouais, bah originales. après, en tout cas,
enfin, c'est pour ça qu'on a besoin de critiques et de journalistes qui vont poser des questions sur l'argent, parce que c'est ça Oui, le motif. bien sûr. Comment ça, tu réussis à financer un film de 3h30? Enfin, je veux dire, Oui. en théorie, Déjà c'est pas rien que normal. ça, peu importe ce qu'il y a dedans, Donc, comment tu finances un film de ouais, trois c'est heures ça. trente, même pas que Donc, sans que ça soit du Avatar ou des gros blockbusters qui peuvent c'est durer ça. 3h30, juste comment tu arrives à financer un film de 3h30 ou... euh, Donc voilà, rien que pour ça, il faut aller parler aux cinéastes et voir comment en fait ils arrivent à créer leurs espaces de liberté pour faire des choses, enfin voilà quoi, des choses uniques comme ça. hmm, Film de 3h30 avec de telles couleurs, parce qu'en théorie c'est invendable. Enfin je veux dire, ouais, on parle vraiment en tant que cynique qui veut faire du bif avec ses films dans des salles. Tu vois ça, tu te dis ouais ok je m'en fous. Enfin, hmm, et ben non, en fait, non. Et ça va à Cannes. Et voilà. Donc, après, je pense que. Alors, je connais mal, je suis désolé, mais il me semble que ce cinéaste-là, c'est pas du tout son premier film. Je crois que c'est son cinquième ou un truc comme ça. je regarde. Donc, il vient pas non plus de nulle part. C'est Shinji Aoyama, ouais, Shinji ouais, tout à Aoyama. fait. Ah oui, il en avait fait quelques-uns avant, tout à fait. Donc, rien que par rapport à ça, on peut imaginer que il a quand même réussi à mener son bout de chemin. Et si c'est un film qui lui tenait à cœur, il a réussi à l'imposer peut-être Hmm. sur la base de ses précédents. Mais bon, pareil, c'est quand même fou de se dire que ce film-là, d'un coup, il pop. On le voit en France avec le Festival de Cannes, sans doute qu'il a un peu réussi à être diffusé. Le reste de sa filmographie, jamais entendu parler, la plupart c'est rouge sur Wikipédia. Ouais, Enfin, ouais, assez inconnu. Et après, c'est aussi, enfin, pareil, là où tu questionnes ce rôle des critiques et des journalistes d'aller rentrer dans le vif du sujet des films, c'est aussi que, enfin, la production et la manière de voir le cinéma, j'ai l'impression, au Japon, c'est très différent aussi. Les réalisateurs sont moins idéalisés, enfin, sont moins idolâtrés et beaucoup plus vus comme des artisans, entre guillemets, et des sortes de techniciens. il n'y a pas le culte de l'auteur en fait, Voilà, c'est ça, tu il veux n'y a dire. pas ça. Geneviève Cellier devrait être très contente. Mais, Bah, peut-être, ouais, après, peut-être. il reste quand même qu'il y Je... a des problèmes. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est d'autres visions du cinéma et c'est d'autres visions de comment effectivement financer des films et comment faire des films, quoi. C'est ça qui est Donc pertinent voilà. quand tu vas explorer. Quand ça va mal, je regarde ça. Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Effectivement, ça fait du bien quand même de regarder Kiss Kiss Bang Bang. En VF. Oui, bien sûr. En VF. Attention, je sais que tu es adepte du débat. Je ne comptais pas rentrer dedans forcément, Adepte mais. en tout cas du débat, oui. Pas forcément adepte de la Ouais, VF, c'est pas que je me soigne, non, c'est non, que petit à petit, non, non, vivre à Paris convertit les gens malheureusement. évidemment. Mais c'est sûr que oui, Kiss Kiss Bang Bang, déjà excellente VF, Non, effectivement. mais ouais, il y a comme ça des. Enfin, je trouve ça assez fascinant, notamment en France où on a quand même une culture du doublage et de la VF assez importante. Ouais. Même les cinéphiles, Ardos, ce qu'on veut, il y a quand même des films ou des personnages qui nous semblent plus évidents en VF qu'en VO. Mm. Moi, par exemple, Retour vers le futur, je pense que je l'ai jamais vu en VO. Et c'est vrai que moi, Robert Downey Jr., sa VF est exceptionnelle. Enfin, Bah ouais. franchement, même il y a Bernard Iron Man. Gabé, trop fort. Trop fort. Ah, voilà. Bravo monsieur, votre voix est géniale. Et en fait, ce film-là, écoute, ça m'arrive d'être malade une fois par an, et une fois par an, je regarde ce film, et c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi absurde. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté. Enfin, je pense que c'est la rencontre de Robert Downey Jr. avec Shane Black, mais parce que c'est le mec après, si je dis pas de bêtises, qui a fait The Nice Guys Ouais. avec Russell Crowe Iron notamment. Man 3 aussi, Bon, avec Robert Downey Jr. Également. c'est lui qui fait Iron Man 3. Ouais, Ouais, bah ouais. voilà, donc c'est les mecs qui se sont rencontrés et ça a fait des images. Mm. Et moi, je trouve que leur rencontre est vraiment géniale. Le film est tellement absurde. Enfin, moi, ça me fait vraiment exploser de rire. T'as toute une séquence où il est poursuivi par la police parce qu'il doit il doit cambrioler un magasin de jouets pour trouver un cadeau pour son fils parce qu'il est Mm. pauvre. Et en fait, le seul moyen qu'il trouve d'échapper à la police, c'est de doubler tout le monde dans un casting. Et en fait, il a le rôle. Et donc, du coup, il est envoyé à Los Angeles. Enfin, c'est tellement Oui. absurde. Et comme c'est Robert Downey Jr., et comme c'est sa voix française, et en fait, tu sais, ça. Alors, pareil, moi, ça, c'est une théorie que j'ai. Je pense qu'il y a certains films parfaits sur le montage, mais c'est pas forcément d'une perfection technique, mais qu'en fait, on peut l'oublier, on peut ne pas le regarder pendant 15 ans. Et en fait, tu vas le revoir en disant ah putain, je sais pas si je m'en rappelle, si c'était bien. Et la scène d'intro, tu t'en rappelles, et ça, et Mm. ça, et ça, et ça. Clap de fin, fini, générique. En fait, tu te rappelles de tout le film dans l'ordre. Et par exemple, tu vois Spider-Man de Sam Raimi, Les Affranchis, c'est deux exemples très bizarres, hein. Je sais pas pourquoi moi c'est ces deux Oui. films-là qui me marquent.
mais c'est des films au montage parfait. C'est Hmm. que tu les relances, et en fait, t'es en mode, ouais, j'ai regardé 10 minutes, et en fait, tu regardes tout le film. J'ai eu Et la même effectivement devant Spider-Man 2 au cinéma quand je l'ai revu, c'est que je me suis dit bof, voilà. ça se trouve je vais un peu m'ennuyer parce que le film peut-être il a vieilli, tu le remates et toutes les scènes reviennent petit à petit, l'enchaînement des scènes. En fait, l'enchaînement des scènes est aussi rapide que dans tes souvenirs. C'est ça qui est fou, c'est que généralement enfin, ça arrive tout le temps de sortir d'un film et de te dire bon quand même il y avait un petit ventre mou, là il y a rien. Ouais, Y a rien. c'est assez fascinant, hein. Donc, ouais, moi, dès que je suis malade, je regarde ça et j'explose de rire. Et t'as une scène avec une baignoire aussi, pareil. Enfin, tu te dis, mais Oui. qu'est-ce qu'il a foutu? Puis Robert Downey Jr., c'est quand même vraiment un acteur exceptionnel à regarder dans ses films, pour lire une page Wikipédia. Sa page Wikipédia est passionnante. Oui. Euh, ok, oui, Iron Man, on le connaît surtout pour ça, mais il a son rapport à la drogue, il a joué Charlie Chaplin, enfin, il y a des projets. Je crois avec son père aussi, il y a eu des films. Enfin, Hmm. c'est vraiment un acteur très riche. Il a vraiment une carrière vraiment intéressante. Et ce film-là, on est un autre exemple. Et puis Hmm. le génie comique de Robert Downey Jr. Est à son max, quoi. Surtout que c'est un de Donc, ces derniers avant effectivement le virage de bah, je deviens Iron Man, donc presque je vole le ouais, personnage et je me le ouais, réapproprie c'est quoi. pareil. C'est assez fascinant quand même d'avoir un acteur comme ça qui a une persona qui était prête à prendre la place de Iron Man Mm. et de plus jamais s'en dissocier. Enfin, Et c'est ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs, fascinant. c'est de se dire que c'est un personnage très punk, enfin c'est une personne très punk qui joue un personnage très punk euh, pour être le héros de la plus grosse franchise de tous les temps. Enfin c'est vraiment enfin, une des plus grosses franchises du cinéma. C'est très bizarre quoi comme Ça. alliage. Donc voilà, Mm. c'est Très très bon choix en tout cas. Protagoniste préféré, Léa Seydoux dans France de Bruno Dumont. ouais, Effectivement, alors c'est pas un modèle de vertu, c'est pas un modèle personnel, j'ai l'impression. Mais je sais pas, à voir. ah tu trouves? Parce que moi je Ah, trouve. déjà, non mais France, enfin Bruno Dumont. Et, Oui. non, moi j'ai vu le film qu'une fois et je pense que c'est le film contemporain auquel j'ai le plus repensé depuis que je l'ai vu au cinéma. Hmm. Euh, déjà le personnage s'appelle France Demeure. Déjà il y a plein de jeux de mots. Enfin, je trouve que rien que le nom du personnage, on pourrait en faire un article. Déjà parce que de son nom et si vous n'avez pas vu le film ou si vous en rappelez pas, l'événement majeur, l'un des événements majeurs du film, c'est que son taxi ou sa voiture percute je crois que c'est un Un livreur chauffeur, ouais, Uber Eats, un livreur Uber en qui scooter. du coup est racisé, sans doute immigré. Enfin, je crois que le film après explique qu'il est immigré Hmm. et sa situation n'est pas régulière en France, je crois. Et du coup, en fait, prise de culpabilité, elle va aller chez eux, elle va leur donner de l'argent et tout ça. Et en fait, ce simple bout de scénario fait dire en permanence à des immigrés merci France. Hmm. Et en fait, déjà, rien que là, tu vois comment les rapports de force sont structurés et c'est fini. Et en fait, Hmm. avec le prénom déjà, le film est passionnant. Et demeure, mourir, demeurer, où se situe le personnage, dans quel cadre il peut évoluer, grandir, s'améliorer. Tout le film est contenu dans le nom de famille, en fait. Hmm. Euh, c'est génial. Il y a aussi l'hypothèse selon laquelle France Demeure est un double de Léa Salamé, ce qui fait Oui. que de la voir aussi de France 2, c'est encore plus troublant. Oui. C'est fascinant. Et en fait, enfin, moi, ce qui fait que ce film-là ne fait que grandir en moi, c'est le motif des larmes dans le film. Et t'aimes le film, toi, ou pas? Moi j'ai beaucoup aimé. En vrai j'ai beaucoup beaucoup apprécié le film. Je sais que c'est peut-être un des Dumont que je conseillerais le plus parce que c'est un des plus approchables, mine de rien. Et il y a plein de trucs où, enfin, effectivement, du hors Satan, enfin, Maloud, je sais que c'est un de ceux qui est le plus conseillé aussi pour rentrer dans son univers, mais je pense que France, c'est peut-être vraiment son chef-d'œuvre aussi. Et il y a plein de choses vraiment chouettes à l'intérieur, ça c'est sûr. Maintenant, il est aussi assez dur d'accès quand même, ça reste quand même du Dumont, et je pense que pour certains, ça peut être dur à approcher. Je l'ai vu, je crois, peut-être aux alentours de sa sortie, et donc c'est sûr que je me base un peu sur quelques vieux souvenirs, mais je trouve quand même qu'il y a, enfin, moi j'adore aussi la critique du journalisme que ça met, et la critique même du milieu et de la porosité journalistique, politique, tout ça, qui est vraiment super, enfin
tantôt fine, tantôt vraiment très franc du collier là où ça rentre. Mais moi, c'est surtout ouais, tout cet assemblage, effectivement, avec la musique de Christophe aussi, qui sur la fin est vraiment évidemment. magnifique. Enfin, vraiment, moi, je trouve qu'il y a des super, super scènes. J'avoue que je sais pas si quand je le revois, il y aurait pas des trucs qui me feraient tiquer. Mais je trouve que, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est aussi une critique de Léa Seydoux, mais je pense que, enfin, j'en ai déjà parlé En fait, ici. c'est aussi là où on peut voir qui est un grand acteur, qui est une grande actrice et qui ne l'est pas. Hmm, Et critique de Léa Seydoux, si vous voulez. Oui, j'entends. Léa Seydoux a quand même l'intelligence d'aller chez Bruno Dumont en sachant voilà. son image et en sachant ce qu'il va faire à son image. C'est là où Et en pour fait, à moi les partir de gens là, sont un peu bêtes de dire oui, ouais mais Léa elle Seydoux, est tombée dans le piège de Bruno Dumont. Non, elle savait exactement là où oui, elle elle est allait. tombée dans le piège de Bruno Dumont, des Latif Kechiche, enfin, elle est tombée dans le piège de quand même beaucoup de génies, moi je trouve. Oui, Hein, rien, voilà. franchement, pour tomber dans des pièges, il y a pire comme piège, j'ai envie de te Même de dire. Hein, Dupieux. Bon, passons cet événement-là. Mais enfin voilà. Non, non. Mais en fait, même ça, c'est passionnant parce que elle sait qu'elle cultive une image, une persona de personne qui ne peut être que fausse. Oui. Et en fait, déjà rien que ça, c'est passionnant. Léa Seydoux est encastrée dans son image de bourgeoise qui du coup ne peut pas être connectée à la société vu qu'elle n'est pas la société. Oui. Elle joue un personnage qui lui ressemble, mais au-delà de ça, elle sait qu'elle va chez Bruno Dumont et le film, enfin moi je trouve que le fil narratif de tout ce film, c'est que Léa Seydoux, France, se met à pleurer contre son gré. Et Mm. en fait, moi, ça me déchire le cœur. Enfin, je veux dire, on voit un morceau de vérité sortir d'elle, de son œil comme ça, et couler, et laisser une trace de vrai sur son Mm. visage. Et en fait, à partir de là, c'est une espèce de quête, mais fascinante, qui en plus lui fait parcourir l'un des endroits les plus trouble de la société. C'est le spectacle en lui-même, c'est les Mm. réseaux sociaux, le journalisme. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de zones de flou. Euh, Tu dois interviewer Emmanuel Macron. Tu dois interviewer la veuve d'un pédophile, tueur d'enfants. Mm. Et d'ailleurs, toute Invraisemblable, du coup. l'interview de Enfin, Macron, c'est une sorte de jeu de chant contre chant pour avoir le vrai Macron et pas avoir un double ou un truc ouais, du genre. Ça, ne serait-ce que ça, parce que je crois que c'est la première scène du film, ça t'accroche vraiment. Tu dis, ok, c'est bizarre quand même. c'est ça. Et donc, en fait, c'est là où le film est un génie de pensée, quoi. C'est que et en plus, là où le film est vraiment génial, c'est que non seulement Léa Seydoux ne peut pas être connectée à la société vu qu'elle cultive cette image-là, mais quand même, à écouter Léa Seydoux en interview, moi je me souviens notamment d'une interview quand Augustin Trapenard faisait l'interview culturelle d'Inter le matin, Mm. peut-être pour la sortie de France d'ailleurs. En fait, elle a une voix qui fait que on ne sait jamais si elle se fout de ta gueule ou si elle est sincère. Et ça rentre trop bien avec le personnage, évidemment. Mais en gros, chez Trapenard, elle est là, ouais, une fois je suis allé acheter des pizzas, je tombe sur Catherine Deneuve, Mm. et on parle, et t'es en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la couse? Enfin, elle croise Deneuve à une pizzeria, enfin, imagine le pizzaiolo qui croise Deneuve et Seydoux dans sa pizzeria. Enfin, Oui. tu vois, et tu te dis, elle rigole. Et son rire, tu sais pas si elle se fout de ta gueule, si elle rigole de manière niveau 1, simple, c'est rigolo, si elle rigole d'une manière métaphysique. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de confusion des registres chez Léa Seydoux en tant que personnage, en tant qu'acteur. Et du coup, enfin, c'est une abîme infinie, quoi. On peut s'y perdre, c'est immense. Mm. Et tout ça pour dire que ce motif de l'alarme, c'est quand même, moi, l'une des idées de cinéma que j'aurais le plus rêvé d'écrire, tellement je trouve ça magnifique. Et en fait, si vous vous rappelez de la fin, donc du coup, on a l'impression que Léa Seydoux est devenue une meilleure personne, qu'elle a fait une thérapie, elle a travaillé sur elle. On l'a vu pleurer, on l'a vu se reconnecter avec un semblant de réel. Elle va bien, et d'un coup, t'as ce mec qui fracasse un Vélib sur un mur, il n'y a aucune raison, Mm. le mec il hurle, bam, à quoi, fin du film. Oui. Enfin, tu vois, il y a une espèce de rapport au mal ambiant, quoi. Il y aura toujours de Ah, la c'est un côté folie, des karma névroses. aussi, de... Est-ce que C'est tout est ça. réparé Voilà, donc non, non, moi franchement, je me sens très 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 petit quand je vois ça et ça franchement, Non, c'est chapeau, hein. top. Franchement, c'est top. Série de films ou trilogie préférée, Twin Peaks. Ah, t'as fait comme les cahiers du cinéma, tu l'as mis en tant que film. Mais oui, c'est bon, on s'en fout, c'est des Oui, images. ça va. Films, Ça va, ça plus un va. clip. Euh, Ouais. qu'est-ce que... euh, Alors, qu'est-ce que tu comptes... Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
si je devais diviser en trois, parce que j'ai l'impression que les gens divisent en trois Twin Peaks entre saison 1, saison 2, le film et The Return. Bah pour aller très vite, parce que je ne pense pas avoir des choses originales et puissantes et jamais dites sur le film, enfin sur Twin Peaks. Hmm. Ce qui est quand même particulièrement impressionnant dans Twin Peaks en général, c'est d'une part sa liberté, la possibilité, pareil, de déambulation dans une ville, de s'approcher des personnages comme ça, développer des trucs. Tu sais pas ce qui va servir pour la suite, tu sais pas, il y a des choses que tu comprends pas, c'est pas grave. Et surtout, le, comment les œuvres qui composent la trilogie dialoguent avec le contemporain. Hmm. Et sur ça, Twin Peaks, c'est quand même impressionnant. Comment les saisons 1 et 2 dialoguent avec la télévision, Hmm. comment le film des années 90 dialogue avec une espèce de résurgence comme ça de la femme fatale, tu vois, Sharon Stone, Kim Basinger, toutes ces actrices-là qui arrivent, ce qu'on fait des corps de femmes, ce qui annonce aussi Mulholland Drive. Enfin, on est pris comme ça quand même dans un, on veut en voir plus sur ces corps-là, sur ces femmes-là, sur ces Hmm. personnages-là, ces personnages qu'on fétichise, ces personnages qui, en parallèle de ces films-là, sont la plupart du temps agressés, bah, par exemple, par Weinstein, Hmm. mais ça, on ne le saura pas tout de suite. Le film montre ça aussi. Donc, encore une fois, tu vois, le film dialogue avec son époque, ça, c'est évident. Et Twin Peaks saison 3 avec Internet, avec le petit écran encore plus petit, quoi. Hmm. Là-dessus, ça me semble quand même très puissant. C'est dingue, Voilà. hein. Non, mais c'est encore une fois, on en revient à la dinguerie de se dire comment tu finances ça, qui est tout le temps un peu à Ouais, bah perte, pareil, hein. mais qui en même temps est Franchement, tellement culte. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je pense, enfin, c'est ce qui est ressorti d'ailleurs de la mort récente de David Lynch. Ça va faire bientôt un an en plus, hein, mais c'est de se dire, mais c'est peut-être l'auteur de niche le plus connu, quelque part. Enfin, je sais pas trop comment le définir, mais non, mais je suis d'accord. Il y a presque un malentendu dans le sens où David Lynch, ça aurait dû être un réalisateur ouais, indé, voire underground. Et en fait, le mec a réussi à paraître personnel à l'ensemble de l'humanité. Tu vois, genre, exact. je dis putain, mais tout le monde a un rapport personnel à David Lynch. Mm. Et ça, c'est quand même pas rien. Oui, c'est ça qui Ça, est absolument dingue, hein, moi je trouve, c'est de se dire que c'est quelqu'un, il est censé être apprécié par 4 personnes dans un coin et finalement il arrive à toucher des millions de gens et t'as eu des millions d'hommages, des millions de personnes qui ont dit ah oui non. effectivement David Lynch j'ai un rapport particulier, même moi j'ai un rapport particulier, enfin tout le monde a ça et Twin Peaks c'est effectivement l'œuvre la plus ce sanctuaire pour lui, enfin je sais pas comment le définir mais vraiment il y a ce côté où c'est l'œuvre qui le définit le plus, ou dans laquelle il s'est le plus amusé, j'ai l'impression aussi, parce que il y a des œuvres de David Lynch, je pense à Dune ou à Une histoire vraie, où c'est plus bizarre à. C'est presque bizarre tellement c'est normal pour David Lynch. Mais. Ouais, mais je suis d'accord, c'est vrai que... et puis là où c'est impressionnant, c'est que il a autant inspiré le cinéma expérimental que le cinéma indépendant, que le hmm, cinéma commercial, que la publicité, que la mode, enfin, le mec a inspiré tout le monde. oui. C'est fascinant. Et en même temps, il faut il faut se confronter aux gens de cette trempe-là, quoi. Mais si tu intègres David Lynch dans ton logiciel, tu n'as pas le droit de dire qu'un propos complexe ou quelque chose qui paraît complexe ne peut pas toucher un grand public. Hmm. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas capable de faire un film très ambitieux sur le plan esthétique. Il a fait. Tu vois, il y a quand même comme ça un côté. Si on intègre David Lynch et qu'on veut se confronter à des artistes de cette trempe-là, ça met la barre très haut. Enfin, il a réussi des paris vraiment impressionnants. Hmm. D'avoir réussi à financer une série de 18 heures qui, un jour, à la télévision américaine, a montré la bombe nucléaire comme ça, en noir et blanc, pendant 1 heure. Enfin, bon, ce mec a réussi à faire ça. Et à faire des rapprochements Il a entre, montré. à faire des rapprochements entre l'impérialisme américain, le côté famille nucléaire, les violences faites aux femmes, les violences et le rapport à la violence. Moi, c'est surtout le rapport à la violence, je trouve, qui est assez impressionnant dans Twin Peaks et de voir que, enfin, c'est quand même la base de tout ça, c'est que c'est une ville très calme, mais où il y a eu un acte d'une extrême violence et c'est là qu'il faut enquêter pour savoir un petit peu comment ça a pu se passer. Et en fait, toute la série est imbibée de moments très calmes parce que ça reste quand même une série un peu dans la veine de tout ce qui est
soap opéra, tout ça, des trucs du genre où c'est assez, pas telenovelas, mais un peu calme, slice of life, Oui, tout oui. ça. Et en même temps, il y a des actes d'extrême violence avec le personnage de Bob, avec des moments même de violence esthétique. Je pense à cette fameuse scène où il y Ouais. a un personnage qui est coincé dans une poignée de porte, des trucs du genre, où tu te dis, ah oui, putain, ça, c'est c'est une violence quand même de voir ça. Mais c'est vraiment tout ce rapport-là que je trouve assez impressionnant, effectivement, dans Twin Peaks, quoi. Et alors juste pour finir, moi j'ai pas revu la saison 3, je l'ai vu qu'une fois, mais de mémoire, il me semble que c'est aussi très intéressant de revoir la série sous le prisme trumpiste premier Mm. mandat et de voir comment la série, encore une fois, dialogue avec son époque. Et je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me questionne aujourd'hui sur comment les œuvres regardent le contemporain. Et je trouve que le cinéma américain, cette année particulièrement, est pas bon du tout en la matière. Le PTA notamment, ou le Catherine Bigelow qui va arriver sur Netflix. Mm. Mais sur ça, Twin Peaks, la fin de la saison 3 notamment, avec ce fameux cri, l'impasse américaine, l'impasse états-unienne que met en scène le film d'une manière si simple, me semble vraiment dialoguer avec les États-Unis de Mm. 2017. Voilà, moi Ouais, je tout à trouve que fait. le film est ultra fécond sur tellement de thématiques différentes, quoi. Il était même un peu en avance aussi sur plein de thèmes, effectivement, quoi. Quoi? Il était même un peu en avant, je trouve, sur certains thèmes, d'ailleurs, à côté, quoi. C'est là où il est fort. Tu penses auquel, par exemple? Notamment le rapport à l'horreur et à un côté. Enfin, moi je pense surtout au premier épisode, à la fin du premier épisode, et à un côté horreur très. Comment dire, très analogue qu'on peut retrouver un peu plus tard, peut-être plus au début des années 2020. Avec ce côté, avec ce sort de monstre qu'il faut constamment regarder, sinon il s'échappe, etc. Qui, je trouve, alors c'était déjà un truc qu'on retrouvait parfois sur internet notamment et dans les légendes d'internet, des trucs un peu en mode HAL 236 pour le citer, mais qui, je trouve, on retrouve un peu plus tard d'ailleurs, après 2017 plus particulièrement, et qui a ressurgi un peu après, quoi. Ouais, intéressant, ouais, c'est vrai, j'avais J'ai pas pensé. j'ai l'impression qu'il y a de ça. Plus grande déception, alors j'arrive pas trop à capter, mais c'est Before Sunrise? Ouais, c'est plus fort, c'est Toute la Linklater, trilogie c'est des le premier. Before? Aïe aïe aïe. J'ai vu que le premier et ça m'a calmé. Mais en fait, je pense que j'ai un réel problème avec Linklater tout court. C'est pas forcément juste, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas, mais en fait, moi je trouve que c'est un manipulateur avec tous ces films qui ont pour concept le temps. J'ai vraiment l'impression que c'est presque l'inverse d'une démarche sincère au cinéma. Et parce que du coup, tu as quand même le principe qu'il retrouve ses personnages à intervalles dans les années au cours des trois films. Hmm. Et, euh, et il fait pareil, je crois, dans Boyhood, où Ouais. il filme sur plusieurs décennies. Sur Il a 20 ans, toujours je des crois. projets comme ça. Sur 13 ans, un truc Ouais, du et je genre. crois et si je te dis pas de conneries, il me semble qu'il est en train de Ouais. préparer un film avec Paul Mescal. Pareil, il va le filmer, je crois, pendant 40 ans, un truc comme Ouais, il ça. va le refaire. Alors après, il est vieux, donc je crois pas pendant 40 ans, mais je crois qu'il compte le filmer pendant une vingtaine d'années, quelque chose du genre. Donc ouais, il y a. Enfin bref, et après, moi, je trouve que c'est vraiment le petit malin qui veut te tirer des larmes. Genre, en fait, t'as vu quelqu'un vieillir pendant 20 ans. Oui. Oui, c'est triste, ok, ok. Juste Enfin, je avant, trouve on qu'il a parlait de pris Twin trop au Peaks sérieux. Return quand même, hein, à ce niveau-là. Non, mais voilà, tu vois. Bon, là on a un exemple de allez, on se voit dans 25 ans, il y en a ils seront morts, il y a peut-être moi, on sait pas, on verra. Ouais. On verra ce qu'est le monde dans 25 ans. Il y a Et des pareil, tu acteurs vois, qui là par reviennent exemple, pas, tu te dis, ah oui, bon bah là oui. qui en pas, David Lynch prépare pas son film et dit je le réalise dans 25 ans. Dans 25 ans, la société ressemble à ça, bon ben voilà, le film ce sera Hmm. ça. Euh, enfin, en fait, moi je trouve que c'est vraiment agaçant de voir comme ça une espèce de fausse niaiserie. Enfin, moi je trouve ça très tire-larme, le côté vous avez vu quelque chose, et dans 10 ans vous allez voir peut-être la même histoire, et ce sera toujours aussi triste, mais les acteurs auront vieilli, donc ce sera triste au carré. Et Hmm. après, ce sera triste au cul. En fait, je trouve ça vraiment pas sincère, et je suis désolé parce qu'il y a des fans de Linklater qui peuvent tout à fait soutenir la thèse inverse et dire que c'est justement la matière de son cinéma, que c'est sa sincérité qui vient de là. Enfin, je me sais injuste en disant ça, hein, Hmm. mais je trouve ça mais insupportable, quoi. Et Mais puis en plus, c'est enrobé dans une niaiserie parce que du coup, quand même, le premier film de la trilogie,
En gros, c'est rencontre manquée, pas manquée. On se retrouve dans une ville par hasard. On n'a Hmm. qu'une nuit à passer ensemble et après on se voit, on se quitte, on se verra plus jamais. Et du coup, comme il y a 3 films, je sais qu'ils vont se revoir au moins 2 fois. Oui. Enfin, tu vois, et genre, t'es là, genre, pff, allez, avance. Enfin, et du coup, genre, tout ce qui leur arrive, moi, je suis jamais avec eux, quoi. C'est. Mais même, je trouve qu'il y a un côté assez déprimant à regarder ces films-là parce que, bah, en fait, c'est des films où il sait exactement comment il va filmer. Enfin, j'ai l'impression qu'il sait à peu près exactement comment il va filmer 20 ans après et qu'il va pas forcément changer radicalement sa mise en scène. Et tu vois, enfin, comparé à Twin Peaks The Return, Twin Peaks The Return, je pense pas qu'il ait pensé exactement à cette mise en scène-là 25 ans avant. C'est juste une sorte de grosse coïncidence et qu'il s'est dit, allez, je refais la série maintenant. Tout a changé parce que maintenant c'est une autre plateforme, etc., des trucs du genre, mais je réussis à le faire. Et là, j'ai l'impression qu'il a voulu faire son film comme il voulait le faire dès le départ, et que en fait, le passage du temps n'a quasiment rien changé, si ce n'est que culturellement, il y a quelques petites différences. Je me souviens que dans Boyhood, il y a quelques petites différences culturellement, que tu vois le passage comme ça d'époque au fait que dans les années 90, il regardait Dragon Ball, et que dans les années 2010, il regardait d'autres trucs, et puis voilà, mais finalement, il y a rien d'autre qui change et je trouve que c'est très déprimant pour, voir le fait que ça Et puis, en rien ne fait, au change, final, quoi. Enfin, encore une fois, enfin, vraiment, je suis désolé, c'est une obsession que j'ai en ce moment, je sais pas d'où elle me vient, mais ça regarde jamais l'époque. Parce que du coup, on se concentre, enfin, la dramaturgie à l'œuvre est le cœur de ces films. Donc, en fait, le principe du temps, c'est de voir tout ce qui entoure. Parce qu'on a les mêmes acteurs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour, c'est le décor qui change. Et là, du coup, justement, en se focalisant comme ça sur les mauvaises choses, à savoir les acteurs, on se coupe de ça. Mmh. Et en fait, j'ai quand même l'impression qu'il a pris trop au premier degré tu sais, l'adage le cinéma, c'est la mort au travail. Oui. Oui, mais en fait, c'est la mort. Le plan séquence illustre cet adage-là. Filmer une parole qu'on sait vouer à l'oubli et à l'extinction. Ça, c'est la mort au travail. Mais filmer le vieillissement d'une manière aussi logique. En fait, ouais, je trouve ça pas touchant, quoi. Ça me coupe toute émotion. Oui. Et, C'est trop et puis mécanique, encore une quoi, fois, presque. voilà, donc puis encore une fois, ouais, comme on disait, les décors sont vraiment ça marche pas, ça marche Mmh. pas. Genre ça regarde pas l'époque quoi, je Mais trouve. ouais, et je pense que si tu regardes le reste, ça sera pire parce que si tu as regardé que le Oui, 1, c'est ça, en fait. C'est aussi pour ça que je l'ai mis, c'est parce que je pense que j'ai vraiment un profond malentendu avec le cinéaste sur tous les points. mmh, Et j'ai pas vu beaucoup de choses de lui, mais bah, du coup Nouvelle Vague, moi je trouve ça quand même plutôt gênant. ouais. Le côté faire revivre avec joie, oh là là, regardez les années 60, comment elles étaient merveilleuses. Ouais, ok, à qui ça s'adresse? Enfin, je veux dire, Ouais, moi c'est ce que enfin, j'ai ressenti devant Nouvelle Vague, c'est de me dire: «Qui est le public de ça?» Les gens qui connaissent pas Godard s'en foutent, les gens qui n'aiment pas Godard s'en foutent aussi, les gens qui aiment trop Godard, détesteront probablement. À qui est-ce que ça oui, parle, ce voilà, film-là, quoi? au final, t'as pas fait un film godardien sur À bout de souffle, enfin, tu vois, Ouais. c'est pas, enfin, et du coup, du peu que j'ai vu, qui étaient d'autres formes d'expérimentation du temps, m'ont pas convaincu, donc c'est Mmh. vraiment un cinéaste que je n'arrive pas à voir comme lui voudrait être vu, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, bah, c'est aussi enfin, pareil pour, Scanner Darkly qui était son exploration, plus de Oui, ça, l'espace, je l'ai de la rarement matière, vu. bah, ça fait des images un peu moches, quoi. Enfin, c'est rigolo, mais ça fait des images un peu moches, quoi. C'est pas très intéressant, quoi. Plus grande Donc, voilà. surprise, Shoah. Ah, tu découvert que ça existait? Ouais, j'ai découvert la fin, en fait, Mmh. de l'histoire. Non, non, alors je tiens à préciser ce que j'entendais par là. Ma plus grande surprise vis-à-vis de Shoah, c'est le fait que, pour moi, pareil, le film est estampillé éducation nationale. Ah oui. Et c'était vraiment le côté film obligatoire, il va falloir se le frapper. Et en fait, c'est le plus grand documentaire de tous les temps, c'est un des films les plus importants de tous les temps. Quand C'est j'ai un film découvert à ce voir dans film, une vie, ouais, mais en fait, plus que ça, il y a un avant et un après. Enfin, je veux dire, ce que fait Lanzmann avec ce film-là, c'est d'une puissance d'abord cinématographique, ce qui fait que le sujet dont il en parle avec une dignité fascinante. Et alors c'est rigolo qu'on en parle aujourd'hui parce que là, ce matin, je suis allé en Projo Press voir.
un film qui sort sur Shoah en novembre, je crois. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, je te le retrouve. Hmm. En gros, le tournage de Shoah a pris, je crois, 12 ans à Claude Lanzmann. C'est un film dont il est passablement jamais revenu. Enfin, Le film voilà, parle pour lui, hein, de toute le façon. tournage. Voilà, déjà. Alors attends, je te retrouve juste le nom du film que j'ai vu. Hop, 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 hop. Je n'avais que le néant. Il Et n'a- donc, en fait, si tu il n'y veux, avait que le néant, pardon, ça a coupé. je n'avais que le néant. Ok. Et en fait, si tu veux, Claude Lanzmann, au cours de son tournage, a eu tellement de matière. Il faut se rendre compte, 12 ans de Ouais, tournage, ouais. hein, il existe des milliers d'excroissances de choix. Et par exemple, son film Les Quatre Sœurs, c'est des rushs pas utilisés au moment de choix, qui ont Ah été oui, c'est montés des plus films de tard. rush. Voilà. Putain. Et donc en fait, là, il y a un film qui sort au cinéma dans pas longtemps, donc je n'avais que le néant, où un réalisateur que je ne connaissais pas a récupéré des images pas gardées dans le montage final de Shoah, sur lesquelles il a adjoint des passages lus à voix haute des mémoires de Lanzmann. Hmm. Donc en fait, si tu veux, c'est à la fois un making-of, parce que tu vois Lanzmann filmer et tu vois Lanzmann se poser des questions vis-à-vis du film qu'il est en train de faire. À quel moment il découvre que son sujet, c'est la mort et pas la survie. À quel moment Lanzmann se rend compte que il va vouloir aussi interviewer des personnes qui ont fait partie du camp nazi et pas seulement des rescapés. Hmm. Toutes ces questions-là. Donc c'est d'un côté un making-of, c'est aussi un contre-champ au film, parce que du coup, tu vois des contre-champs de plans qu'on avait dans le film originel. Enfin, en fait, du coup, comme ça, il y a vraiment un sentiment que ce film-là est d'une richesse qui peut tenir des siècles, quoi. Enfin, Hmm. voilà. Et du coup, en fait, si tu veux, l'histoire, mon histoire avec Shoah, c'est que moi, je l'avais découvert au moment de la rétrospective Claude Lanzmann à Beaubourg. Hmm. Et en fait, la partie 1 de Shoah, parce que du coup, il dure 9h30 et il est montré en deux fois 4h45, un Oui, truc oui. comme ça. La première partie était présentée par Arnaud Desplechin. Et Arnaud Desplechin avait lu un texte parmi les plus grands textes qui m'a été donné d'entendre sur le cinéma. Et Arnaud Desplechin nous avait offert le texte pour Tsunami, on l'avait publié dans le numéro Catastrophe. Donc c'est dispo sur Insta ou dans le numéro sur le PDF sur notre site. Hmm. Mais en fait, c'était vraiment très touchant et réconfortant d'avoir comme ça un cinéaste qui te montre que ce film-là, avec cette aura-là, tu vois, parce que tu pars quand même pour te manger 9h30 de documentaire sur un sujet pas fun, on peut Hmm. le dire. Euh, ce réalisateur-là te présente le film et te dit, devant ce film, on peut penser à Renoir. Est-ce qu'on a le droit de penser à Renoir? Évidemment. Ce film-là, c'est un documentaire, en effet, mais ce film-là, c'est aussi un film d'espionnage, c'est aussi un film international, c'est aussi tatati tatata tatata tatata. Et du coup, t'as comme ça. Alors attends, je t'ai retrouvé le lien au passage, je Hmm. sais pas où je peux te le Si tu donner. veux, sur le Discord, si tu veux, en général. Tac. Comme ça, il te montre que tout le film est traversé de choses. Enfin, en fait, il faut pas avoir peur du film. Hmm. T'inquiète pas, ça va le faire. Et du coup, en plus interprété par un Desplechin qui avait vraiment mis de la forme pour interpréter le texte, c'était magique. Et, euh, et du coup, si vous avez jamais vu Shoah, la grande force de ce film-là, c'est d'être un film qui sort en 85, qui a été filmé du coup dans les années fin 70, début 80, qui fait un film sur un événement qui s'est déroulé dans les années 40, Hmm. sans archives. Donc, du coup, Oui. en fait, c'est un film qui est uniquement au présent. Déjà Et parce qu'à l'époque, avoir accès aux archives était déjà un peu complexe aussi. alors, il y a peut-être de ça, mais en fait, le grand projet de Lanzmann, c'est de dire que ce qui l'a traumatisé dans cet événement de l'histoire, c'est que ces gens-là sont morts seuls, sont morts dans une solitude Hmm. insupportable, et qu'en fait, lui, il fait ce film-là pour les ramener à la vie, les tuer une deuxième fois, mais cette fois-là, on sera là avec eux. Hmm. Donc en fait, enfin, voilà, je veux dire, à partir de là, qu'est-ce que tu veux dire voilà. Ouais, Enfin, ouais. moi, quelqu'un qui me dit ça, je suis matrixé pendant 9h30, y a pas de problème, on y va, ça fait pas peur, allons-y.
Donc bah, j'en profite aussi pour dire qu'il y a un coffret chez Carlotta qui ressort Shoah. Hmm. Et le film dont je parlais qui va sortir au cinéma est inclus dans le coffret, si j'ai bien compris. Mais voilà, en tout cas, ne faites pas la même erreur que moi. Il faut pas avoir peur de Shoah, il faut le regarder. Oui. C'est à votre rythme, hein, mais c'est époustouflant. Et en fait, pareil, tu vois, on parle de France en termes de rapport au réel, en termes de documentaire, c'est d'une inventivité à chaque. Tu l'as vu toi ou pas? Shoah, bah en vrai je l'ai vu quand j'étais plus jeune, forcément, enfin je suis juif donc je l'ai vu, mais forcément je l'ai vu à un moment dans ma vie, je me suis calé, j'ai vu les 9 heures, tout ça. C'est sûr que c'est dur, tu vois, même ne serait-ce que d'en parler aussi, enfin, mais en même temps, faut pas non plus le sacraliser, faut pas non plus dire que c'est un film monstre, un film dur à regarder, un truc du genre, mais en même, enfin, c'est très ambivalent pour savoir comment parler de Shoah, tu vois, c'est presque une autre aventure que de savoir comment en parler à des gens parce que c'est justement ce truc où il faut pas non plus le sacraliser, mais en même temps, bon, ça reste Shoah de Claude Lanzmann, tu vois, enfin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais alors, tu vois, moi, d'un autre côté, je trouve que le film regorge tellement d'idées de cinéma Hmm. pur que, en fait, limite, ça te donne une voie d'accès pour parler de ça, tu vois. Enfin, moi, Hmm. je me rappelle, par exemple, de toutes les séquences où Lanzmann fait le choix de laisser le moment de la traduction. Parce que du coup, comme il parle avec des gens venant du monde entier Oui. et qu'il ne connaît pas les langues, par exemple en Pologne, il a toujours avec lui une traductrice, il me semble. Et en fait, il pose la question, la traductrice repose la question dans la langue, la personne Hmm. répond, la traductrice traduit la réponse, et la Lanzmann répond. Et en fait, comme ça, tu vois comment tout est laborieux. Et, enfin, moi, j'ai un souvenir où à un moment, il dit non, non, mais là il a parlé au moins 15 secondes. Toi, tu m'as dit trois mots. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Oui, oui. Et tu vois comment il va aller chercher. Enfin, il arrache la vérité, quoi. Pareil, dès que tu le vois lui dire aux gens en Pologne, mais là où vous habitez, il y avait qui avant qui y habitait? Ah, mais ils sont devenus quoi, ces gens? Vous savez où ils sont Hmm. passés? Enfin, tu vois, comment il arrache vraiment à coups de questions, quoi. Les unes après les autres, il y va comme ça. Enfin, moi, je trouve que le film est tellement traversé comme ça ouais, de- d'idées de cinéma, de réinvention du documentaire, que ça enlève ce côté, comme tu disais, monstrueux, où on est incapable de rentrer dans le truc. Et tu vois, le fait que le film continue de vivre avec des excroissances, avec un nouveau montage d'ajout Hmm. sur les images qu'on connaît déjà, participe à en faire quelque chose de purement vivant, ce qui était le projet de choix. Et même aussi le De passage faire. de. Enfin, tu parlais de Pléchin, mais t'as aussi le passage d'un spectateur qui en parle également de Shoah et de sa rencontre avec Claude Lanzmann avec ce film-là et de l'importance que ça avait. Donc, forcément. Et puis, même à chaque fois, enfin, je sais que le film il vit aussi à chaque fois qu'il y a un film qui raconte la Shoah, qu'il y a un film sur des événements comme ça. On en reparlait autour de The Brutalist, de La Zone d'intérêt, de Fils de Saul, de L'Asile de Schindler, Ouais, enfin de plein de films comme ça. Choix de Claude Lanzmann revenait constamment, 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 quoi. ouais, ouais, donc non, non, c'est. Enfin, moi, je pense que c'est le truc le plus époustouflant à propos de ce film, c'est que avec un sujet comme ça, il en est fait un film vivant. Hmm. Et c'est la meilleure manière, il me semble, hein, Ouais, il a pas fait du pathos, quoi. Ça aurait été très facile, tu vois. Ouais, et c'est vivant, c'est une parole, c'est la parole qui survit, qui gagne à la fin. C'est. Hmm. Enfin, là, pour le coup, il filme. Enfin, non, c'est grand, quoi. C'est Hmm. grand. C'est très très grand, très très grand. Pas un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que c'est dur de passer après, mais pas un chef-d'œuvre, mais je m'amuse. Ambulance de Michael Bay. Voilà. Euh, Ça, c'est pas le même genre de cinéma. c'est vrai. On peut déjà commencer C'est par là. c'est autre chose. Mais du coup, Ouais, c'est ouais, vrai non, que. là, Alors, c'est quoi déjà ton rapport avec Michael Bay, de manière générale? Comment tu considères j'en Michael avais Bay? pas, en fait. J'en avais pas et j'ai vu ça au cinéma et là je me suis dit ok la critique ne sait pas parler de tous les films et celui-ci n'est pas bien vu par la critique en Hmm. France. Non, c'est vraiment Michael Bay, c'est il C'est y a fort. des inventions. Hmm. On les prend pas, mais on peut pas tout jeter en bloc, c'est trop facile. Hmm. Ambulance, j'ai jamais vu un film adapté GTA comme ça au cinéma. Hmm. C'est vraiment GTA 5 en film, hein. Enfin, je veux dire, c'est la même map, il y a limite les mêmes solutions pour échapper à la police. Enfin, vraiment, carré. Les personnages fonctionnent très bien, c'est carré. Il y a le moment larmichette à la fin, enfin, vraiment parfait.
mais on n'est tellement pas habitué à voir un film aussi décomplexé que ça en devient franchement impressionnant. Et en fait, j'aimerais voir des gens s'amuser autant au cinéma dans tous les films d'action américains. C'est pas le cas. Ouais, Ce n'est pas le ce qui est cas. dommage. Le... Enfin, je veux dire, on a comme ça en vrac, ouais, voilà. Enfin, tu vois, on a des plans. Tu l'as vu, tu l'as un peu en tête ou pas? Moi, je l'ai vite fait en tête. Je crois que je l'avais regardé vite fait entre potes, Tu vois, mais voilà, t'as tous ces plans comme ça avec la les caméra qui drones et tout, descend. ouais, ouais. Non, mais les plans de drones, ça, par contre, C'est vraiment hop, et c'est une puis, folie. rien que ça, déjà, je suis désolé, mais Hmm. c'est trop kiffant à regarder. Ces montages te donnent à voir des trucs, enfin, il y a des associations comme ça d'idées pour montrer une scène dans plein de sens en même temps. Voilà, c'est. Puis en plus, la finesse de Michael Bay, c'est que dans Ambulance, il y a LA. Enfin, Oui, moi, je veux dire là, c'est parce que poétique dans... cinéma. Et dans Paranoia, il y Voilà. a IA. Et voilà. Et ben non, mais on peut pas le prendre à la légère, ce C'est mec. dommage. C'est un grand. Voilà. Mais Vraiment. oui, non, mais de Donc, toute non, façon, moi, j'ai pas encore vu les Transformers avec un œil d'adulte. J'ai pas Hmm. encore. Enfin, il y a plein de Michael Bay à voir, mais tu sais quoi, c'est limite un cinéaste que je me garde pour quand ça va pas fort. Hmm. Quand t'as Bah, envie d'un. je pense Tu justement vois? dans la veine de ce Smashing Machine avec The Rock, il y a No Pain No Gain Il paraît, ouais, il paraît. de Michael Bay qui pour moi est vraiment son chef-d'œuvre et la rencontre. Enfin, je sais que c'était Karim Debache qui en parlait comme ça. Il me semble qu'il disait c'est la rencontre entre un auteur et son sujet, quoi. C'est vraiment un truc où on se dit ah Michael Bay le bourrin tout ça et il parle de gens qui sont bourrins, qui sont débiles. Ça donne un film débile un peu à la chaîne Black et je trouve qu'il y a vraiment de ça dans No Pain No Gain qui est vraiment très très fort à ce niveau-là, quoi. C'est que des débiles constamment. Non, mais puis même, enfin, moi je trouve que je l'ai mis dans la catégorie pas un chef-d'œuvre, mais je m'amuse, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais après, il faut. Enfin, je pense qu'on prend peut-être pas assez au sérieux aussi l'idée de s'amuser au cinéma, hein. Oui. Mais c'est pas rien. Non, non, mais c'est. Oui, il y a le. Je m'amuse, c'est débile, je me moque du film. Mais ça fait pas des grands films. Mm. S'amuser, amuser quelqu'un pendant une durée convenable, c'est pas rien. Et Michael Bay, il déçoit pas. Sur Mm. ça, c'est c'est quand même un certain art du montage qui, du coup, alors lui, il cherche pas du tout la mort au travail, hein, enfin vraiment pas. Oui. Mais il raconte son histoire de manière assez efficace, tu t'ennuies pas trop. Enfin, moi, j'ai pas envie de vomir à la fin, genre j'en peux plus de sa mise en scène. C'est ce qu'il faut. C'est amusant parce que c'est quand même très con par moment. Enfin, je me rappelle, Mm. t'as un gars où l'un des braqueurs arrive en tongue. Tu vois, pareil, tu te dis, mais qui a eu cette idée con d'écrire ça? Mais ça marche. Mm. Non, non, et je pense que c'est vraiment un mec qui sait s'amuser au cinéma et dans la vie. Donc, non, non, vive l'amusement. Oui. Vive l'amusement. Bravo l'amusement. Film trop négligé, j'arrive pas à capter ce qu'il y a écrit. Ouais. Ah, mais là, j'ai voulu faire le flexeur. Ah, Non, mais ça s'appelle La récolte de 3000 ans. ok. C'est un film, si je dis pas de bêtises, éthiopien. Je vérifie quand même parce que j'ai pas envie de me tromper. Ouais, c'est éthiopien. Sorti Ok. en 77 et ça dure 2 h 30. Ouais, voilà. J'arrive même pas à le trouver Euh, sur YouTube, hein. Ouais, non, il n'y a pas de bande-annonce là. Là, il faut aller Rien. sur direct IMDb, un truc comme ça. Écoute, c'est. Du coup, moi, j'avais Nicole Brenez en cours à la fac. Et un jour, elle a dit j'ai demandé à un collègue qui était spécialisé dans le cinéma africain, même si c'est quand même dommage de réduire un continent Oui. comme ça, Africain. quel était le meilleur film africain que ce mec avait vu. Et elle m'a sorti ça. Et je me Mm. suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, elle m'avait envoyé le film. Et en fait, c'est genre un putain de film marxiste sur des croyances en Éthiopie. En gros, on suit un espèce de fou du bus qui en fait se révèle pas forcément fou du bus. Ça parle d'expropriation, ça parle de propriété, euh, revanche de classe. Enfin, vraiment, le film, tu dis putain, mais non, c'est un des très grands films des années 70. Mm. Et qui Putain. évidemment a été vu par 4 personnes. Enfin, je veux Oui, dire, dès que ça je a mets ça, l'air. je fais ça, hein. Mais non, non, il faut méditer pour que ce film soit vu. C'est vraiment un truc de fou. Ah ouais. Et Mais pareil, j'imagine du qu'il coup, est ce très dur à Alien. trouver également, quoi. Ce genre de film-là. Déjà, est-ce qu'il est exploitable de manière légale en salle? Ouais, c'est ça le Déjà, truc, bonne quoi. question. J'ai l'impression Je que ne c'est très sais très même dur pas. à exploiter, très très dur à voir ailleurs.
Enfin, ouais. Mais là, faut que ce film vive, quoi, parce que c'est fou furieux. Mm. C'est vraiment trop trop bien. Voilà. Enfin, vraiment, un film full marxiste dans les années 70 en Éthiopie. Je me suis dit que ça faisait le taf pour ta case. C'est vrai. Et il a écrit plus tout le cinéma expérimental, alors pareil, très beaucoup, très vaste. Ah, attends, parce que du coup, je vois pas. C'est quoi le nom de la case Film trop le nom de la négligé. case? Film trop négligé. Oui, bah voilà, bah du coup, c'est vrai que. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris dans le sens où on n'en parle pas assez. Mm. Le cinéma expérimental, faut se détendre la nouille avec et il faut juste aller voir et kiffer. Et Oui. tu kiffes pas, c'est pas grave. Et moi, je dis ça parce que je pense que ça a aussi cette image un peu impressionnante de ah, ben on commence par où, comment on trouve les films et tout ça. Chacun son chemin, il n'y a pas de chemin à prendre. Prenez, enfin, tâtonnez, faites le vôtre. À Mm. mon humble niveau, à Tsunami, on en parle un petit peu, donc pourquoi pas commencer par là, mais enfin, je veux dire, il y a pas de chemin, il y a pas de. Enfin, chacun fait comme il veut, et on a quand même la chance entre YouTube, Vimeo, enfin, on a quand même accès, même sur YouTube, à un paquet de films expérimentaux. Mm. Par exemple, Les Eaux de la Seine de Théo Hernandez, c'est sur YouTube. C'est quand même fou de se dire que le CNC, que la Cinémathèque ne restaure pas forcément ce type-là de films, ne les refait pas circuler en salle ou autrement, mais parce que c'est des économies, c'est des formats tellement particuliers. Donc voilà. Puis en fait, ce qui est cool avec le cinéma expérimental, c'est que c'est tellement niche que tout le monde est au même niveau, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Tu En peux fait, toujours, chacun a le même rapport avec le film et il n'y a pas d'a priori que tu peux avoir aussi avec ce genre de film-là. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, tiens, bah, regarde, l'autre de la scène, je vous mets le lien dans le chat. Mais pareil, c'est un mec, il a filmé l'eau de la Seine et c'est devenu génial. Mais c'est aussi ça, être chacun, on est au même niveau. C'est Mm. que tu as vraiment besoin d'une caméra et d'une eau de la Seine pour faire un film qui devient un chef-d'œuvre, tu vois. Enfin, Oui. un chef-d'œuvre connu dans l'histoire, c'est. D'un certain côté, c'est vachement plus démocratique, tu vois, malgré les airs que ça peut avoir de niche vraiment pas ouverte au public. Genre, c'est tellement beau. Enfin, je veux dire, je suis Oui, désolé, ah, mais là, c'est il n'y a magnifique en pas vrai, hein. d'utiliser quoi que ce soit, juste c'est magnifique. C'est juste Genre, des études du mouvement, c'est des études vraiment très, voilà. très brutes en fait. C'est vraiment du cinéma brut aussi. Ouais, Et... et là, tu le mets en mapping pendant une soirée, tu vois, genre, Ouais, c'est fou, tu pètes un câble. ouais, voilà, tu le mets Donc en fond voilà. dans un DJ set, un truc du genre, c'est trop magnifique quoi. Pour la Yellow, on avait fait ça, on avait mis, et c'était trop bien. Trop trop beau, trop trop Donc beau. Et à voilà. chaque fois, ça donne que des images et c'est tout un truc où, enfin, tu le vois même, tu vois des écueils enfin, des écueils, tu vois des héritiers dans certains films où c'est vraiment juste ce genre de plan-là, mais repris à un moment très précis d'un film, et ça fait des choses magnifiques. C'est là où le cinéma de fiction plus classique entre guillemets peut vraiment être magnifique, quoi. C'est ça. Ensuite, film déprimant, Amour de Haneke. Effectivement, on n'en ressort pas très 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 heureux non plus, hein. Ouais, bah, mieux qu'en général. Hein. Ouais. Après, Adéku a quand même sa belle bande de défenseurs et c'est bien de mettre en avant un cinéaste qui fait le taf, hein, il fait le taf. Hmm. Mais Amour, non, c'est pas possible. Ah, c'est dur, hein. Et enfin, je sais même pas comment l'approcher, mais alors déjà, il y a à l'époque, le Cahier avait vraiment fait un dossier contre le film. C'est assez intéressant de voir comme ça une de couverture contre un film. Hmm. C'est quand même assez rare pour être noté. Et ouais, je sais pas, enfin là, la misanthropie, c'est vraiment de la misanthropie au carré. C'est. Enfin, après, je sais pas, moi je trouve que il s'attaque à un sujet qui est loin d'être facile et je le balaye pas du revers de la main en Hmm. mode ouais, vas-y, c'est nul, next. Il s'attaque à un sujet compliqué et vraiment, chapeau d'avoir proposé quelque chose parce que Ouais. le dernier en date à avoir fait ça, c'est Gaspard Noé avec Vortex et on va éviter d'en parler, quoi, tu vois. Enfin, Et voilà. pareil, il y a aussi beaucoup de gens qui ont décrié Vortex, qui ont dit comment est-ce que vous osez aborder ce sujet-là de telle manière, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pareil, c'est vraiment bizarre parce que du coup, c'est quand même des films très désagréables à voir parce que ça te renvoie à tes limites, à ta médiocrité, au fait que tu vas mourir sans doute Hmm. seul, dans ta merde, en vomissant, j'en sais rien. Du coup, c'est très désagréable. Et moi, je me rappelle, Vortex, ça m'avait vraiment saoulé à l'époque, mais les gens étaient incapables d'en parler, enfin, les gens autour de moi en tout cas,
sans parler de leur propre rapport à la mort. Ah, et moi, et ma cousine, et moi, Hmm. ma voisine, elle est morte comme ça, et trucs, et si. Moi, je m'en fous, parlez-moi du film. Oui, Enfin, oui. et là, moi, le film, celui-là, Amour, c'est vraiment. Mais en fait, ce qui est déprimant dans le film, c'est qu'il rend désagréable une expérience qui est déjà désagréable. Hmm. Et je sais pas si tu l'as vu, mais t'as des Oui, il y a screamers, très longtemps, hein. t'es là, genre, la mise en scène te tend. Et je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de ça pour approcher un sujet aussi déprimant, quoi. Enfin, Hmm. du coup, cette espèce de surcouche comme ça, non, vraiment, non. Oui, oui, non, mais clairement, Moi, je. c'est pas. Enfin, je sais que Justine Triet, d'ailleurs, elle en avait parlé récemment de Haneke qui disait. Je sais pas pourquoi il déteste autant il déteste autant ses personnages, il déteste autant ses acteurs, un truc du genre, enfin, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça rend l'expérience très douloureuse, quoi, clairement. Et en même temps, il y a des scènes quand même dedans, moi, je trouve vraiment à sauver. Particulièrement dans Amour de Haneke, mais même dans tout Haneke, Haneke, Après, moi j'aime le bien. truc, c'est que c'est un grand metteur en scène. Donc, en fait, Hmm. ne serait-ce que le plan avec l'eau qui coule au début, bon, bah voilà. Le mec filme la durée, le mec filme. Enfin, il sait installer une tension et tout ça. Mais c'est vrai que tout ce côté, c'est dur à voir. Genre, le côté vraiment, les screamers. En plus, il y a forcément quelque chose de intrinsèquement cynique à filmer des gens qui vont pas tarder à mourir. Hmm. Oui, Donc, oui. du coup, ils ont des prises d'interprétation. Tu vois, et ça, c'est pas contre lui. Enfin, il fait le film, enfin, oui et non en même temps, mais c'est galère, quoi. Genre, vraiment. Hmm. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, vraiment. Mais il y a une question dans le chat qui est pertinente, je trouve. Si Haneke avait fait la scène du chant de Sirat, est-ce que ça aurait hurlé à la misanthropie et la violence gratuite? Moi, je pense Après, pas, je sais pas, quoi. moi, la scène du chant, elle arrive quand même au bout d'un certain moment de film qui nous a fait passer par d'autres émotions. Ouais, c'est quasiment la scène La scène finale. du chant arrive géographiquement à un moment donné du film où il y a eu déjà une traversée. Hmm. Je pense que ce qui sauve aussi Sirat, c'est que, enfin, à mon sens en tout cas, hein, c'est que on a suivi, accompagné ces gens-là de la terre jusqu'aux enfers en fait. Hmm. Et là, Amour, on est que en enfer. Enfin, vraiment, Oui, voilà. T'as quand même c'est. des Enfin, je pense moments, que. notamment t'as le moment où t'as un des personnages principaux qui explique comment ça marche un caisson de basse, des trucs du genre, enfin une sorte de gros haut-parleur, je sais plus le nom. T'as toute la scène au début de l'IS populaire, et bah, c'est une dégringolade en enfer progressivement, mais t'as ce truc où quand même c'est pas, t'es pas instantanément dans une angoisse profonde comme très souvent Oui, chez puis alors, Haneke, quoi. moi, par exemple, dans Sirat, bon, je suis désolé, je vais spoiler, mais si vous l'avez pas encore vu, bon, ben voilà. Il est sorti il y a un mois, Euh, ouais. voilà. La force de Sirat, c'est de te rappeler que la mort est partout présente, parce qu'on va tuer plusieurs personnages. Alors que Hmm. normalement, d'habitude, un, ça suffit. Dans Amour, tu sais d'emblée que tu attends que les deux ils meurent. Ouais. Donc en fait, tu es déjà de base piégé. Tu es avec eux et on attend, ça déroule. Puis en fait, il nous fait presque une expérience d'EHPAD. On attend la mort, tu vois. Hmm. C'est là la différence que à la limite, même dans la scène du chant, dans Sirat, t'as encore de l'espoir. Tu sais pas si tous vont mourir ou pas. Ouais. Tu, tu te rattaches à ça. Et en fait, c'est ce que font les personnages. Ils se rattachent à Dieu. Quand il ferme les yeux, et du coup, il est en connexion avec Dieu, il arrive à passer, nanani, enfin, tu vois. Donc, pour moi, la différence, elle se fait là, quoi. Sierra, t'as fait une Game of Thrones et tout le monde crie au chef-d'œuvre, ok. Mais non, c'est même pas ça. Après, Game of Thrones a quand même un peu. Ça a été quand même un petit mouvement parce que les gens disaient oh putain, c'est vrai que tout le monde peut mourir et c'est un peu perturbant dans une série télé particulièrement. À l'époque où ça sortait en plus, où les gens étaient beaucoup plus frileux. Mais c'est sûr que Sirat, là-dessus, c'est vrai que tu regardes le casting de départ, le casting de fin, tu dis putain, il y a quand même eu beaucoup de changements, quoi. Et aussi, enfin, même, c'est aussi ce qui ressortait, c'est de Sirat. Il y a aussi même des morts qu'on oublie, tout simplement. Enfin, allez, mini Ouais. spoil. Il y a quand même le chien, tout le monde s'en fout, hein. Le chien, il meurt à un moment, tout le monde s'en fout. Et c'est un truc qui ressort d'ailleurs quand j'en parle à des potes et je dis putain, pauvre, je crois qu'il s'appelle Pipa, pauvre Pipa qui est décédé. Et tout le monde se dit c'est vrai que le chien il est Si, mort, il n'y dans a même pas eu de. tu vois, il y a. Enfin, c'est presque. Est-ce qu'on peut additionner du malheur à l'infini? Enfin, je veux dire, Hmm, il y a des infinis plus grands que d'autres, tu vois, mais du coup, t'es en deuil d'un enfant, en deuil de deux enfants, et en deuil de la vie en général. hmm. En vrai, là,
ton chien il meurt pas, enfin, t'en es plus à Oui, ça près, même ta propre vie limite. Enfin, du coup, ça participe presque de l'expérience que tu décris, tu vois. On en arrive même à négliger, à oublier la mort d'un être proche, oui, en l'occurrence le chien. oui. Donc, Sauf que dans Amour de voilà. Haneke, bah t'es sur eux constamment, quoi. C'est un peu, Condamné. Non, mais, presque un peu le problème. Réalisateur actif préféré, Lars von Trier, du coup, j'imagine, en mettant actif, actif, bon, ouais. C'est au moment où politiquement, tu l'avais fait, il non. était peut-être, on avait un peu plus d'espoir parce que le bingo, je crois que tu me l'as passé il y a presque un an, peut-être. Ouais, alors, je pense qu'on savait déjà qu'il avait Parkinson. Ouais. Peut-être qu'il était encore en train de chercher une nana à l'époque. Peut-être qu'il a arrêté depuis, j'en sais rien. Hmm. Bon, le réalisateur vivant, en tout cas. Voilà. Bah ouais, Lars von Trier. Hein, ah bah super, tu le mets avec la bonne. Je mets sa plus grande œuvre. Euh, non, mais pourquoi? Parce Ouais, que. non, mais il faudra en reparler d'ailleurs de cette conférence. Hmm. Moi, je pense qu'elle a été très mal comprise. Oui, pareil. Euh, Moi, Matei je Cameron. comprends Lars von Trier. Pour reprendre ces mots, je comprends, je comprends Lars von Trier. Non, mais puis en fait, le mec a essayé d'être. Enfin, avec sa tête, là, il me fait trop rire. Oui. Non, 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 mais. Bref, on va pas parler de cet extrait-là, mais il est immense. C'est- Non, franchement, bah, déjà, il a fait Nymphomaniac. Hmm. Euh, Quand même, le film le plus dans l'héritage de Tarkovsky, c'est pas rien. Hmm. Pareil, de filmer comme ça un personnage qui évolue. Tu vois, on parle de France. Les grands films ont des grands personnages. Hein. Hmm. Là, merde, bah, comment elle s'appelle? Ah bah bravo, là. Je suis bien pour le monter. Charlotte Gainsbourg. Nymphomaniac. Putain, mais je suis bête ou quoi? Joe, oui, Joe. Hmm. Oui, elle s'appelle Joe, hein, oui, c'est ça. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu Nymphomaniac. C'est un des seuls de Lars von Trier que j'ai Oui, pas vu. c'est Joe. Non, non, oh là là, mais le trou noir. Ouais, Joe. Non, c'est. Alors pareil, tu vois, moi en ce moment, une idée que je mâche, que je travaille, que je réfléchis, est-ce que un grand cinéaste peut être un cinéaste pas drôle? Hmm. Moi, je pense pas en fait. Ouais. Je pense qu'un grand cinéaste, t'as envie de boire des coups avec lui, t'as envie de rigoler. Lars von Trier est quelqu'un d'extrêmement drôle, Hmm. de pathétique, il est aussi immense qu'il est gênant. Enfin, tu vois, il y a ce tout comme ça qui fait que. Et moi, je trouve que dans Nymphomaniac, on a tous les aspects de la vie, de sa personnalité qui en passe. Alors, dans The House de Jack Built, on attend des sommets, voilà. Hmm. Mais c'est super drôle, c'est super cocasse. Il y a tellement de séquences comme ça où tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Hmm. Il y a une séquence dans Nymphomaniac, si tu l'as pas vue, où en gros. Alors, juste pour répondre au chat, ouais, mais moi, du coup, je trouve que c'est pas un bon cinéaste. Donc, ma théorie, dans mon logiciel à moi, il fonctionne. Ça rentre dedans. Là, c'est réalisateur actif préféré, les gens. Mais pardon, continue sur ta théorie. Et du coup, si tu l'as pas vu, en fait, c'est un prêtre qui recueille une femme qui est battue dans le froid et tout ça, donc c'est Joe. Et en fait, on part d'un exercice très simple de la philosophie grecque, qui est celui de la dialectique, et on se raconte nos vies, et comment la vie d'une nymphomane et d'un prêtre peuvent se raconter en miroir. Et en fait, Joe raconte toute sa vie. Donc elle te raconte comment, dès l'enfance, elle a eu un rapport au sexe très bizarre, si ce n'est très compliqué, qui en passe par plein d'étapes, comment elle a découvert sa sexualité, etc. Hmm. Euh, En fait, à un moment donné, elle en arrive au stade où euh, elle ne ressent plus rien. Elle ne ressent plus rien sexuellement. Et en fait, elle se retrouve par un concours de circonstances à aller chez un dominat, un mec enfin un Hmm. dominant, tu vois. Et en fait, alors c'est chapitré le film, et je crois que le chapitre s'appelle le l'oie ou le canard. Et du coup, tu vois un petit canard. Et en fait, c'est que le mec raconte comment il va la pénétrer avec sa main pour lui faire hyper mal, en fait, en mettant sa main comme ça. Et du coup, le canard, il parle, enfin, tu vois. Et tu te dis, Hmm. mais qu'est-ce que là, son frère nous raconte? Et c'est que des trucs comme ça en permanence. Des sous-histoires, des intrigues, des trucs. Et le mec perd pas son fil, qui est la quête d'une femme qui a cherché à vivre et survivre et à trouver sa place dans le monde. Donc là, on rejoint, tu vois, Tarkovsky, le côté Hmm. existentiel. Tu as tout un rapport avec un arbre dans le film qui est magnifique. Euh, et pareil, tu vois, il rejoint Tarkovsky et quelque chose de d'hyper cocasse, hyper drôle. Hmm. Voilà. Ça y est, Ça, parce que ça dit dans le chat, on n'a pas Tarkovsky avait pas l'air mérité. si fun quand même. Oui, oui, c'est C'est vrai vrai. qu'il avait pas l'air très fun. Alors après, pour l'excuser, peut-être l'URSS, C'est vrai. une piste. Peut-être qu'à l'époque, c'était Euh, pas très très fun. C'est voilà.
Mais au pire, on dit que c'est pas un immense Et même, cinéaste, hein. ce qui rentre dans ta théorie, c'est que je me souviens, je lisais les films de ma vie de Truffaut où il parlait de Fritz Lang à un moment et où il disait que le passage de Fritz Lang, enfin, quand il est parti aux États-Unis parce que le nazisme commençait à monter, qu'il sentait le vent tourner, qu'il se disait allez, je pars aux États-Unis, ben en fait, il disait qu'à partir de ce moment-là, il était dans une sorte de nihilisme qui se ressentait de plus en plus dans ses films. Alors moi, j'ai pas vu la partie américaine de la carrière de Fritz Lang, ni une grosse partie de sa carrière allemande, mais il y a quand même un truc où j'ai l'impression qu'effectivement, plus tu étais vraiment dans une sorte de grande dépression et de grand mal-être personnel, et effectivement que tu penses que c'est compliqué de traiter avec toi, de boire des coups, etc., plus je pense que ça se ressent effectivement dans les films. Ce qui ne veut pas dire que tu dois faire des films tout gentils, tout mignons. Je veux dire, tu regardes Lars von Trier. Ouais, mais un peu, tu vois, pour prendre la défense de Fritz Lang, il tourne chez Godard. Tu Oui, vois, c'est quand même un mec oui, c'est qui vrai. est capable de se mettre en scène, donc qui est capable de, au moins un peu de dérision. Hmm, Enfin, tu vois, il c'est refuse pas vrai. l'image. Bresson, moi, je trouve que dans Un condamné à mort s'est échappé, t'as une séquence où le personnage se retrouve comme un con. Oui. Enfin, c'est drôle malgré soi, Oui, t'as des mais enfin, petits moi, je trouve moments que. rigolos quand même chez Bresson, je trouve aussi, hein. Et après, au pire, ma théorie a des limites, hein. Enfin, je Oui. prétends pas du tout avoir inventé Non, non, une théorie imparable. c'est gravé dans le marbre, Nicolas. À vie, ça sera Mais voilà. ta grande œuvre. Mais Bazin a fait Montage Interdit, tu as fait la théorie des réalisateurs rigolos. c'est des réalisateurs rigolos. Mais juste pour finir dessus, moi je trouve que The House that Jack Built, on attend des sommets, voilà. Et là, le film est d'un humour fascinant. Enfin, Oui. je veux dire, tout le principe humoristique de ce film, c'est que Jack est premier degré et que personne ne comprend qu'il est au premier degré. Hmm. Et que du coup, t'as toute la séquence qui est dans la bande-annonce de The House that Jack Built, où t'as Uma Thurman qui dit: Ah, vous avez une clé, ah, trop drôle, comme des tueurs en série, mais vous allez pas me tuer, n'est-ce pas? Hmm. Et tu sais, là, d'un coup, t'as l'insert avec le tigre qui se lèche les babines. Hmm. Voilà, enfin, se dire, bon, bah là, c'est bon, Oui, le film est tout y est sauvé, en tu sais que fait. c'est en face de quelque chose de très grand. Et puis pareil, enfin, je veux dire, là où c'est fort, c'est que c'est malin, mais c'est pas petit malin parce que tu vois, ça va autant chercher chez Godard que dans les mathématiques, que dans plein de choses. Tu Chez vois, par lui, exemple, moi je trouve que. on en avait parlé ici avec Vas-y. Pacom parce qu'il avait mis aussi dans son réalisateur actif préféré. Vu qu'il pouvait pas mettre Ouais, Lynch, il a fait un peu trop tard. Mais, mais il a mis ici, et c'est vrai qu'il y a aussi tout un rapport de réponse constante chez Lars von Trier à David Lynch. Pourquoi il fait une troisième saison de L'Hôpital et ses fantômes? C'est parce que bah, il y a eu une troisième saison ouais, à Twin Peaks. Pourquoi il fait ce qu'il fait? C'est parce qu'il voit Lynch agir, etc. Il disait avoir été très ouais, déçu de la fois où il avait vu David Lynch faire une sorte de conférence avec où il parlait de méditation transcendantale, de son truc un peu sectaire bizarre, même si c'est pas bref, mais des trucs comme ça. Et donc il a un rapport effectivement avec plein de cinéastes très admiratif et en même temps critique par moment. ouais, ouais, mais et puis là, enfin moi ce que je trouve impressionnant dans le dernier mouvement de sa carrière où il va saisir les potentialités de ces super caméras. Je crois que ça commence avec Antichrist, si je dis pas Hmm, de bêtises. il me semble, ouais. Ou alors je ne connais pas assez, mais tu sais, les caméras qu'il utilise à partir de là, c'est des trucs de fou malade. Hmm, Genre, la précision est folle furieuse. Et tu le vois notamment dans la séquence d'ouverture de Antichrist, tu sais, où c'est Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg qui font l'amour sous la douche et que leur enfant meurt. Tu vois, il y a une espèce de précision où hmm, t'as jamais vu autant de pixels sur un écran, quoi. Enfin, c'est fou. Et en fait, à partir de là, il rentre dans une espèce de clarté totale où il est à la fois lynchien, godardien, tarkovskien, enfin il a une hmm. espèce de d'omniscience comme ça de mise en scène où, enfin, je sais pas, moi je trouve ça fascinant. Enfin limite tu te dis putain mais comment un mec a pu écrire quelque chose qui d'aussi parfait où tout se répond, où tout se répond sans être cloisonnant et enfermant Ouais. pour autant. Par exemple, moi je trouve que le chapitrage au cinéma c'est quand même très souvent une idée de merde. Hmm. On n'a pas besoin des chapitres pour comprendre ce qu'on va nous raconter. Et en fait, Lars von Trier, moi je trouve que par exemple, il s'en sert vachement pour rendre son plan didactique. Tu as, tu vois, des impressions, des surimpressions. Là, notamment, on parle d'un architecte. Donc du coup, on structure.
Et Mm. après, dans la structuration, tu as la maison qui est refaite avec les cadavres. Et comme ça, tu vois, tu as des espèces de reprises de figures, de formes, tout simplement. Mm. Et notamment dans Nymphomaniac, tu as un plan de. Enfin, le mec a quand même réussi à rendre sexy le créneau en voiture. En fait, il te montre un plan de créneau, je crois, en plan horizontal, en zénithal, pardon. Et en fait, il met tous les angles, enfin en mode exercice de géométrie à Mm. l'école, quoi. Et il te montre comment le créneau doit être fait comme ça et tout, avec les. Enfin, tu vois, le mec il s'amuse avec sa craie, c'est un gamin. T'as tout un motif dans l'Infomaniac qui revient avec le Joe pour raconter son rapport au sexe et son besoin de sexe. Elle te dit qu'en fait, c'est comme un personnage qui marche la nuit et il y a des lampadaires. Mm. Et en fait, les lampadaires font des ombres. Et en fait, ton ombre, à un moment, devient tellement grande qu'elle est plus grande que toi. Et après, tu as l'autre lampadaire, etc. Et du coup, Mm. en fait, c'est son besoin de sécurité. Du coup, le mec matérialise une idée très simple jusqu'à aller là, tu vois. Mm. Un Donc, il y a côté des trucs comme très ça dans le un peu truc. autiste aussi, un peu fan de Ouais, petites coïncidences mais ça comme rend, ça. rend le truc vivant du coup, tu vois, genre, Mm. ça fait malin, ça fait rigolo. Ah putain, oui, d'accord, le mec, elle lit jusqu'à dessiner. Mm. Pareil, dans The House Jack Built, tu vois, on l'accuse de nazisme et tout ça. Le mec, paf, il balance des images d'Adolf, il met du Glenn Gould, il met des trucs, il surcharge le film. Mais c'est un mec qui a travaillé pendant son film. Mais genre, il a Mm. travaillé intellectuellement. Il a, il a avancé, il a mûri, tu vois. Et moi, je trouve que l'une des grandes idées de The House That Jack Built, c'est que du coup, au moment où Jack se dirige vers les enfers avec le personnage de Bruno Ganz, en gros, le personnage lui dit, ouais, méfie-toi des idoles. En gros, Mm. il faut absolument brûler les idoles. Il faut jamais idolâtrer quoi que ce soit. Et en fait, au plan d'après, quasiment, t'as le fameux plan où il reprend la peinture, tu sais, avec l'eau par terre et les gens qui nagent et lui. Enfin, tu vois l'image dont je parle. En vrai, je l'ai vu il y a très longtemps. Jungle Bill. Enfin, j'ai vu à sa sortie, je crois, à peu près. C'était un de mes premiers Lars von Trier. J'étais très. Tu peux aller sur Google Images, je vais te montrer, c'est l'image qu'il y a sur la jaquette, hein, c'est l'image connue là. Ah oui, oui, derrière les rideaux. Et tu sais, dès qu'il est vraiment, il y a de l'eau par terre, il est en enfer quoi. Oui, oui, oui. Celle qui est en dessous de la tête, tu vois. Oui, voilà, celle-là, Ah, celle-là. celle-là, celle-là. Bah, même Euh, un petit du coup, le côté. mec Alors, te je dit, peux pas peut-être la montrer vu qu'il y a des personnes dénudées dedans sur ouais, mais Twitch. alors on voit le set de personne, hein, t'inquiète pas. Ok. Bah là, si on le voit comme ça. Mais c'est surtout que oui, Voilà. effectivement, t'as presque enfin, c'est le moment effectivement où ça rentre dans quelque chose de très, bah pour le coup, un peu rentré dans la Red Room de Lynch, quoi. Bah, il y a un peu de ça, mais du coup, le personnage lui dit, voilà, il faut pas d'idole, il ne faut pas Hmm. d'icône. Idolâtrer, c'est se restreindre. Enfin, je veux dire, le propre de la liberté, c'est de ne pas avoir d'idole, d'être libre. Le mec, le plan d'après, te fait l'image la plus connue, la plus esthétisée et la plus référencée. Hmm. En mode, si tu aimes cette image, t'as pas compris mon film. Oui, Enfin, tu vois, genre, je veux dire, c'est. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est un cinéaste avec lequel tu fais que rigoler. Tu t'amuses et en même temps, qu'est-ce que tu réfléchis, quoi. Enfin, je veux oui. Hmm. dire, tu peux voir le film 10 fois, tu t'emmerderas pas 10 fois. Enfin, tu t'emmerderas jamais, quoi. Oui, oui, C'est clairement. trop fort. Clairement, clairement. Film d'animation préféré, tu as mis du coup bah, une série, BoJack Horseman. Pourquoi Et est-ce que c'est ton œuvre animée préférée? fallait l'inventer, ce personnage, hein. Enfin, vraiment. Moi, j'ai toujours pas vu. En plus, on me dit plein de fois, regarde-le parce que tu es tel perso. Je crois que Todd, on me compare à Todd, des trucs du genre. Euh, Ok. non, mais peut-être que c'est une connerie, mais moi, j'ai toujours pas regardé en vrai parce que bah, de manière générale, je suis pas très série parce que à chaque fois, ça prend du temps et j'ai peur de lâcher au milieu, des trucs du genre. Mais je sais que BoJack Après, là, Horseman, c'est le format 20 minutes, tu vois, donc oui, oui, ça c'est va. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais je sais non, qu'on. c'est impressionnant. Hmm. Vas-y, pardon. Et. Bah, fini, si t'as des trucs à Non, dire, non, mais vas-y, hein. je sais juste qu'on m'en parle tout le temps et j'ai l'impression quand même que ça a une petite aura. Alors, malgré le fait que ça se soit terminé peut-être il y a quelques années, je sais plus exactement quand est-ce que ça s'est fini. Ouais, 2021 par là. Ouais, et j'ai l'impression quand même que ça reste quoi dans la tête des gens. Que c'est pas une série qu'on a oubliée comme énormément de séries qui, dès qu'elles s'arrêtent, finalement, on les oublie et puis voilà quoi. Bah, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut de Netflix, mais Netflix a fait BoJack Horseman, Netflix a fait Uncut James. Netflix est devenu un acteur du cinéma qui a de l'argent, qui parfois fait des grandes choses. Hmm. Pas merci Netflix, hein. Netflix a produit des choses à la hauteur. Ça leur est arrivé.
on peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. C'est rare, Maintenant, mais ça arrive. c'est rare, mais ça arrive. Hmm. Euh, Pareil, comment ce truc a réussi à être financé, comment ils ont réussi à, à vendre ça à Netflix, j'en sais rien. Et c'est pas normal. C'est Hmm. pas normal d'avoir réussi à vendre un truc comme ça. Un film d'animation où il y a des humains et des animaux, métaphore à peine cryptée d'Hollywood, un personnage qui est une ancienne star de série, donc une série fictive. Le personnage est un cheval, c'est quand même un gros connard. Le Oui. mec est en train d'écrire sa biographie. Enfin, je veux dire, t'arrives au milieu, vraiment, même dès le premier épisode, t'es en mode, mais de quoi on parle? Genre, j'ai Puis loupé 4 vraiment, secondes, enfin, c'est pas possible. j'ai l'impression, je l'ai pas vu hein, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est une série quand même bien plus adulte que ce qu'essayent de faire bien des séries qui se disent adultes alors que c'est juste qu'ils balancent 3-4 gros mots au milieu et qui parlent de sexe quoi. Là, moi, rien que Non, là de ce que je vois de c'est la ça. bande-annonce, il y a genre une scène de sexe, mais c'est pas montré, c'est en hors champ. Et juste bah, Oui, les non, thèmes, non, de ce que j'ai compris, ça aborde l'alcoolisme, le fait d'être, de plus être dans son ouais, bah, du époque. coup, c'est ça, c'est une question d'être de son temps. Et en fait, du coup, in fine, la série parle de dépression. Hmm, Euh, et là, pareil, ce qui est fort, c'est que t'as pas besoin d'avoir eu ou vécu une dépression pour être empathique de ça. Et enfin, moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne jamais être dans un état dépressif. Et euh, BoJack, I feel you. Enfin, je veux dire, c'est fou. Mais en fait, c'est passionnant parce que du coup, c'est tellement d'affects différents qui travaillent entre la fame qui est passée, la notoriété que tu gardes à vie, quoi qu'il arrive vis-à-vis de ton passé, l'envie de continuer à être de ton temps alors que tu ne l'es plus, mais du coup, comme tu n'es plus de ton temps, so what? Genre, hmm. tu meurs, tu passes à autre chose, tu deviens ouvrier, tu déménages, enfin, c'est hyper compliqué. Du coup, tu as tous les personnages qui gravitent autour. Pareil, tu vois, Todd, c'est un personnage qui est asexuel. Hmm. En fait, c'est pas il est asexuel, ah oui, Todd, il est asexuel, vas-y, on fera une blague à la fin de la saison. Euh, Todd est développé avec son asexualité tout au long de la série. Hmm. T'as comme ça des événements. Et après, à côté de ça, t'as plein d'épisodes, c'est des one-shots. Et t'as notamment un épisode où BoJack fait un discours à un enterrement. Et en fait, à la fin de l'enterrement, il se rend compte qu'il s'est trompé d'enterrement. Ça a l'air Et enfin, tu incroyable vois, t'es ça. en mode, mais c'est trop fort. Et en fait, le mec parle pareil, du coup, c'est hyper badant parce que il est en mode, ouais, j'ai. Enfin, c'est vraiment de l'humour de stand-up Hmm. qui est mélangé à l'écrit. Mais du coup, le mec est en mode est-ce que Enfin, ce matin, avant de passer à l'enterrement, je suis passé acheter un burrito et la meuf m'a dit ça va. Et du coup, j'ai pas osé dire oui. Donc, du coup, j'ai dit non. Et du coup, elle m'a dit mais pourquoi ça va pas? Et je lui ai dit je vais à un enterrement. Et du coup, elle était trop triste. Alors, elle m'a acheté le burrito. Enfin, tu vois, et comme Hmm. ça, le mec raconte l'histoire. Et après, il mêle du coup le mec qui est enterré en question et tout ça. Et ça continue, ça continue, ça continue. Hmm. Et après, le mec en mode ah, mais c'est pas le bon enterrement. Et tu vois, c'est de l'amour de l'écriture à part entière, quoi. Hmm. Et après, je rejoins le commentaire hein, qui dit que s'identifier à BoJack, non. Oui. Mais Mais au moins on rentre en malgré tous les empathie avec le trucs perso, j'ai hyper l'impression que c'est. problématiques, le personnage a une évolution et un questionnement de soi suffisamment puissant pour, au-delà de toutes ces parts toxiques et problématiques, t'inclure dans le questionnement. Hmm. Et en fait, des gens qui se cherchent et qui se réfléchissent, peu importe d'où ils partent et d'où ils arrivent, c'est passionnant à regarder. Hmm. Quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui n'arrive pas à changer ou quelqu'un qui ne change pas, même d'ailleurs, hein, montré comme ça, c'est hyper intéressant. Puis du coup, tu as tout un rapport à l'action et l'inaction entre Bojack qui essaye de faire des projets toujours intéressés, parce que du coup, lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est retrouver le pouvoir dont tu Hmm. jouis une fois que tu as la puissance et la gloire. C'est pas la puissance ou la gloire qui l'intéresse, c'est le pouvoir qui en découle. Et tu vois des gens autour de lui qui peuvent l'attraper contre leur gré, sans faire exprès. Et enfin, tu vois, tous ces rapports-là, c'est c'est vraiment puissant. Enfin, vraiment, Hmm. pareil, le perso de Diane, en effet, je suis d'accord. Mais pareil, tu vois, du coup, Diane, c'est sa biographe. Bah, tu vois, être le biographe d'un connard, c'est quoi? Oui. De l'empathie pour un mec. Enfin, je veux dire, le simple fait de connaître quelqu'un pendant X années te le rend sympathique contre ton gré, tu vois. Je sais pas, j'imagine que si t'étais détenu de prison et que le mec à côté de toi, c'était un mec qui a buté 12 familles et leurs enfants,
Et ça t'empêche pas de partager du pain avec lui, de lui parler, de lui demander comment il va. Il y a des jours où il va bien, d'autres où il va pas bien. Enfin, du coup, tu vois, c'est vraiment une espèce de travail comme ça sur l'empathie qui est. C'est terrassant, enfin Hmm. vraiment. Faut que je la revoie d'ailleurs. Et ça te demande d'ailleurs si t'as vu la série Californication. J'ai dû voir le premier épisode et j'ai jamais eu le temps de continuer, mais je sais que c'est bien. Et j'ai jamais vu. Très très bien. Ensuite, du coup, pour finir, pas mon truc, mais alors c'est un film de Serge Danet, Ouais, c'est non, mais ça? là j'ai fait le flexeur. Ouais, c'est itinéraire d'un cinéphile. J'ai fait le flexeur, j'avais envie de faire un petit Là, gueule. tu mets du Danet, Mais oui. tu n'es pas sans savoir que Serge Danet a une certaine aura. Oui, Voilà. bien Et en sûr. fait, l'itinéraire d'un cinéphile, c'est une émission, un film, ouais, une émission. Du coup, pour remettre le contexte, pour aller très très vite, Serge Danet est très souvent considéré comme étant le plus grand critique de cinéma de tous les temps. Et Serge Danet est mort du sida. En Hmm. fait, il meurt en 92 et il acquiert cette aura-là de son vivant. Et du coup, Danet, grosso modo, est passé par l'époque cahier du cinéma, où il a fait sortir avec d'autres les cahiers de l'époque maoïste et où il est revenu au cinéma. Hmm. Après, il a migré à Libération, où il a eu un espèce d'âge d'or de la critique, où en fait, il a développé une pratique du quotidien, où il écrivait sur tous les films qui passaient à la télé. Et du coup, en fait, de prendre en charge le format télé lui a permis de parler autant de la télévision que des films qui y passaient et dont il avait pu grandir avec, que des films qui repassaient, qu'il avait pu découvrir. Enfin bref, il a pu parler comme ça, si tu veux, d'une panoplie d'objets différents. Et après, il a créé Trafic, et là, il y a eu le damné sérieux, austère, Hmm. voilà, Oui. et des choses importantes. Et du coup, l'itinéraire d'un cinéphile, il le fait en se sachant condamné. Et il y a un peu cette idée qui traîne que, mais qui est très belle, hein, je trouve ça vraiment émouvant, mais il se sent incapable, ou en tout cas, il trouve ça insupportable à l'idée de mourir et que le cinéma ne meurt pas avec lui. Hmm. Et en fait, en gros, il en arrive à une espèce d'émission très spectrale où en gros il va mourir et le cinéma avec lui et du coup il est très sentencieux et tout ce qu'il dit doit être pris comme parole de vérité générale et voilà. Mais en fait, À peine le melon, ce. mais le melon oui et non parce qu'en même temps c'est Serge Danet Oui, et le mec a eu tellement d'apports au cinéma, dans la critique, dans la il mérite, hein. littérature, euh, son héritage est immense et on ferait bien de relire ses textes plutôt que de mal parler de son itinéraire, tu vois. Hmm. Mais je sais pas, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la génération tu vois, qui avait 18-20 ans et qui a vu cet itinéraire de cinéphile en temps réel à la télé. Je crois que c'est passé à la télé, en tout cas qu'il a vu quand c'est sorti. Euh, voilà quoi, tu vois, genre, je pense que c'est un peu comparable à quand nous Godard est mort, tu vois, tu te dis Oui, putain, il y a oui. vraiment un kéron du cinéma qui s'en va, quoi, genre, voilà. Oui, tout un pan Et entier, en quoi, fait, ouais. moi, rattraper ça aujourd'hui, je vois pas la même chose que cette génération-là. Je vois quelque chose, oui, bien sûr, hein, de très émouvant, de important, d'historique, tout ce que tu veux. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Hmm. Voilà. Mais ça reste quand même un document ultra pertinent. Ah oui, après, j'aimerais avoir un quart des intuitions qu'a pu avoir Dané sur le cinéma. Euh, je dis tout, sauf que Dané, c'est pas bien. Enfin, je dis pas ça. Oui. Mais je connais très mal toute son œuvre, mais en tout cas la dernière partie, la partie qui est vraiment très 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 sérieuse. Mais en même temps, comment ne pas l'être, hein. Enfin, je veux dire, le mec va mourir. C'est pas Hmm. un reproche, hein, mais c'est pas ce d'année-là qui me passionne le plus, quoi. Et tu vois, à côté, par exemple, il a fait des critiques. Du coup, il est de l'école Libé notamment, donc Hmm. c'est du beurre, quoi. C'est trop bien. T'as notamment la critique qu'il a fait de E.T. de Spielberg, où il commence par dire que le film a été envoyé au Festival de Mars. Et en fait, comme ça, il fait une espèce d'analogie de la suprématie coloniale au final du cinéma américain et comment elle est uniformément partout reçue. Hmm. Tu vois, jusqu'à Mars, enfin, les Américains iraient jusqu'à sur la planète Mars. Enfin, le mec est d'une inventivité passionnante, quoi. Mais le damné sérieux de la dernière époque n'est pas celui qui me plaît le plus, quoi. Et tu conseillerais quoi d'ailleurs enfin, parce que moi je connais un petit peu d'années, en mode j'ai lu quelques textes, notamment Matière Grise, qui est peut-être un de ses plus connus.
J'ai lu quelques textes à droite à gauche de Dané, mais tu conseillerais quoi pour rentrer vraiment dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a pu faire? Alors, en sachant que je connais moi-même pas très bien, hein, il me semble que Samir de Microciné va faire une émission avec Hmm, Emmanuel Burdeau sur Dané. ouais. Emmanuel Burdeau étant enfin, devant publier un jour ou l'autre une biographie ou en tout cas un livre sur Serge Dané qu'il prépare depuis longtemps, lui-même étant un fan absolu de Dané. Samir est aussi un très grand fan de Dané et j'ai très hâte de les écouter en parler, ça c'est Hmm, clair. Après, revenir au texte, hein, tout simplement. Les textes de Dané sont tous publiés. Je crois que c'est les éditions, c'est les livres marrons, là, je sais plus comment ça s'appelle, La Maison Cinéma et le Monde. hmm, Enfin, en tout cas, l'œuvre de Dané est disponible très simplement, hein. C'est les éditions POL qui font ça. C'est des livres peut-être un peu chers, mais en tout cas, ça se trouve en bibliothèque. Mais il a écrit sur suffisamment de films pour que tu puisses lire des textes de films que tu connais ou que tu as hmm. vus. Typiquement, E.T., Les Dents de la Mer. Enfin, il a vraiment parlé de beaucoup, beaucoup de choses, même du tennis, tu vois. Enfin, voilà. Et après, il y a Pierre Eugène qui a sorti un livre qui me semble être une bonne approche de Dané, mais que j'ai pas lu. Hmm. Mais le livre me fait très envie. J'aimerais juste avoir le temps de le lire, quoi. Ok. Qui en gros, je crois qu'il a fait une thèse sur Dané et que son livre est une sorte de synthèse, mais aussi d'introduction à l'œuvre de Dané de manière générale, qui parle autant de Dané que de ses textes. Hmm. Donc, j'ai l'impression que c'est une très bonne introduction, mais j'ai pas lu. Ok. Ok, ok, ok. Non, mais oui, effectivement, ça reste quelqu'un. Ils en Moi, parlent déjà pas mal, mais on y reviendra. de... Ouais, voilà, bah Hmm. du coup, voilà. Non, mais il faudra que j'étudie parce que Donc, moi, je suis plus de l'école à avoir étudié la saille de Bazin et j'ai l'impression que ça se fight un peu entre les deux, entre Bazin et Dané. ouais, bah après, pareil, c'est deux générations de critiques et c'est hyper intéressant hein, parce que du Hmm. coup, Dané a quand même eu cette force littéraire, pour le coup, de donner à la critique une autre forme. Hmm. Et je pense que beaucoup de critiques ont ce poids-là sur les épaules de se dire Dané, tu vois, Dané faisait ça. Hmm. Genre, est-ce que, par exemple, la pratique critique au quotidien est une bonne chose? Moi, à titre Ouais. personnel, je suis pas sûr d'avoir des intuitions géniales tous les jours. Tout le monde n'est pas forcément Dané. Enfin voilà, du coup. Pareil, qui sera le grand critique de notre époque? Ce serait très intéressant de s'en imaginer un et de voir ce que pourrait être une nouvelle forme de critique qui trouve un écho aujourd'hui. Hmm. Enfin, ça reste passionnant pour réfléchir à l'histoire du cinéma, de la critique, ça n'y a pas de problème, hein. Exactement. Exactement. Tout comme ce bingo a été important pour réfléchir l'histoire du cinéma. Oui, je Déjà. pense que c'est à peu près égal à Serge Dané. Il y a eu Voilà, Serge c'est Dané, notre. au moins la même chose. Au moins la même chose. Non, mais en vrai, c'était super chouette à voir. Et c'était super chouette de voir tout ce qu'on a pu en dire. Moi, je trouve qu'on a dit des trucs, enfin, que tu as dit des trucs ultra pertinents et que tu as très bien défendu ton bingo et que c'était globalement un super bingo, très varié, avec beaucoup d'amour, Plus important. beaucoup de haine, mais un peu de tout pour faire du cinéma, finalement. En tout cas, si je donnais envie de voir des films ou d'en revoir, c'est le plus important. Oh, évidemment, évidemment, évidemment. Je mets évidemment les réseaux de Tsunami dans le chat pour ceux qui voudraient voir un petit Ah bah peu oui, c'est très important tout ce que, tout de ce que, venir tout ce que les nous copains de lire. Et chez... alors, pas de Pardon. conneries. Il se peut que je vous donne en exclusivité mondiale le fait que notre nouveau numéro est désormais disponible à la précommande sur notre site. Oh, Euh, magnifique. vérifiez parce que peut-être que je dis de la merde et que ça arrive dans la journée, mais ça doit arriver aujourd'hui. Je vérifie. Et, C'est pas encore arrivé, mais ça mais arrive. déjà, du coup, il y aura le prochain Tsuna Club. Ah, Matrix! Tiens, tac. Ouais. Je suis sur le site là, mais effectivement, le Euh, prochain Tsuna Club, du coup, sur Matrix. Il me semble que, du coup, est-ce que tu veux dire le sujet du prochain numéro ou pas? ouais, bah du coup le numéro on va le mettre sur la boutique dans très peu de temps, mais ça va être un numéro qui s'appelle Internet. Donc c'est un sujet que vous devez connaître si vous êtes sur Twitch. Un petit peu, ouais, un petit peu. Et on a notamment un entretien croisé entre Pacom et Samir. Donc Ah, putain! Pas comme que j'ai vu hier, ouais, on a. soirée. Ah ouais? Ouais, il y a une petite soirée Ah de oui, il projection. présentait.
tout à fait. Il présentait son petit l'Empire n'a jamais pris fin. Ça va Petit, jamais petit. être- Non, non, voilà. Bah ouais, ouais, c'est. Non, on était hyper fiers de pouvoir les réunir parce que, en gros, c'est parti du principe que. Enfin, en gros, on a réfléchi à Internet en se disant que peut Internet vis-à-vis de la critique, qu'est-ce que Internet apporte à la critique. Et en fait, on a quand même vraiment deux figures qui ont une approche totalement différente d'Internet et Hmm. qui en ont fait des choses hyper intéressantes. On savait que les deux avaient à minima du respect l'un pour l'autre et en tout cas même on savait qu'ils appréciaient évidemment le travail que chacun faisait. Et on voulait vraiment les entendre parler ensemble de ce qu'a pu Internet, parce que aussi ils sont plus vieux que nous. Donc, Hmm. du coup, ils ont eu un regard sur Internet, même pour aller très vite, ils ont même connu le monde sans Internet. Oui, c'est vrai. Et donc, on Ouais, voulait c'est vrai. avoir ça dans la discussion. Et du coup, on a fait une retranscription synthétisée de l'entretien, qui est géniale. Enfin, je défends ma paroisse, je suis désolé, mais c'est génial. Hmm. Et si je dis pas de bêtises, quand le numéro sortira, donc le 20 octobre pour notre ciné-club, sans doute que Samir diffusera sur sa chaîne enfin, l'enregistrement de la discussion. Donc je crois que Trop ça dure bien. 4 heures et quelques. Trop, trop bien, Et putain. on parlera en temps et en heure. Là, j'ai lâché l'exclu. Et ouais, du coup, on diffuse le Matrix parce que Matrix, pour parler d'Internet, c'est Évidemment. infini. C'est l'alpha et Et l'oméga, en quoi. fait, on a de la rédac, on n'avait jamais vu Matrix au cinéma. Ah, putain. Moi Tu l'as aussi. déjà vu au cinéma, Moi, le j'ai 1? pas vu au cinéma, non, effectivement. Donc, peut-être que je Et viendrai, en c'est fait, c'est possible. rigolo, hein. Non, mais parce que du coup, on s'était dit, ah ouais, c'est quand même vraiment connu et tout. Flemme, pas flemme, est-ce qu'on met autre chose? Et en Hmm. fait, on était en mode, putain, mais on l'a pas vu au cinéma. Donc, l'air de rien, c'est. Enfin, je trouve ça grave cool de pouvoir se dire que ce chef-d'œuvre-là, on va le revoir ensemble au cinéma. Puis c'est kiffant, enfin, c'est Matrix. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça reste Matrix, donc ça reste un film ultra kiffant, quoi. C'est sûr. C'est ça. Écoute, Nicolas, je vais pas te prendre plus longtemps que ça. D'autant plus que moi, en fait, c'est surtout Ouais, que je. bah, moi, je te remercie infiniment pour cette parenthèse, enfin, cette ouverture. C'est Alors, vrai. sache que j'ai d'autres personnes à la rédac qui seraient très intéressées pour faire cet exercice. Tu crées du désir, hein, moi, Je je te le le dis. garde en tête, je le garde en tête. Sache-le, je le garde Voilà. en tête. Mais Même si là, non, c'est non, un peu, ça va se bousculer pas mal d'ici octobre et tout. Il y aura pas mal de bingo qui devraient arriver. Mais bah, franchement, tant mieux, je le hein, garde en tête. non, enfin, je trouve que c'est cool. Si des gens veulent parler de cinéma, Pas de c'est toujours une souci. bonne De idée. toute façon, on garde contact pour tu sais quoi. Je n'ai pas oublié. Euh, mais c'est juste qu'il faut que je m'y mette. Mais 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 en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais au sein de Tsunami et que toute l'équipe de Tsunami fait également. C'est très chouette. Et je te dis bye bye. Moi aussi, en fait, moi aussi, je commence un peu à fatiguer de juste. Je sors du taf, j'ai pas beaucoup dormi hier, etc. Donc, je pense que je vais juste aller faire une sieste, peut-être après ce live-là. Ouais, ben on dit bonne sieste à Paf Ah alors. ouais, hein, ah ouais. En fait, sur la fin, je commence à le ressentir. Je commençais vraiment. Bref. Donc, désolé si j'étais un peu perdu par moment. Je pense que ça pouvait. Bon, ça va. Alors, je suis bon acteur, peut-être. Mais merci Bon, beaucoup. merci beaucoup. Des bisous. Allez, à bientôt tout le Passe monde. une très bonne À soirée. Moi, je bientôt. vais rester avec le chat. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.